Ensuite, on met les chronomètres et on fait le match. Alors Eric, plus de 9,5 millions de téléspectateurs dimanche sur TF1, il y avait tout. Il y avait le petit portrait de Marianne peint par l'artiste Obé, qui a fait le portrait monochrome de Barack Obama. Il y avait la déesse au général, pour vous plaire, sur la cheminée. Il y avait le petit galet, bleu, blanc, rouge, en amorce de plan, quelques livres négligemment ouverts, voilà pour le décor. Et puis en face, 3 journalistes en randonnion, qu'ils étaient bien, qu'ils étaient beaux. Alors, convaincant ou creux, le président Macron? La seule chose dont je reste convaincu après ces échanges, c'est de la phrase de Mitterrand qui a dit « Je suis le dernier des présidents, après moi, il n'y aura que des comptables ». Voilà. Pardon. Oui. Il n'y aura plus de grands présidents après moi. Il n'y aura plus que des comptables. Ah oui, d'accord. Alors, je ne dis pas que les histoires de CSG, d'ISF, d'APL ne soient pas importantes. Elles sont même très importantes. Mais je ne pense pas qu'on puisse redresser la France et qu'on puisse construire un discours politique sans transcendance. Là, c'était zéro transcendance. Alors même au sens majeur, mais même au sens mineur, il n'a pas été question de l'Europe, il n'a pas été question de l'écologie. Et c'est pas un discours mobilisateur. Bon, alors... Il a été beaucoup de questions de ces vocabulaires, au contraire, de ces bordels, etc. Oui, alors ça c'est l'autre problème de l'exercice. Comme il n'avait pas parlé à la télévision depuis le début, il fallait rattraper le temps perdu. Alors on sentait qu'ils étaient très anxieux de poser des tas de questions, si bien que ça a vraiment tourné au fourre-tout. On n'arrêtait pas de lui rappeler, comme vous le faites un peu, Anaïs, qu'on est en retard et qu'il faut abréger les échanges. Oui, nous, on a un cas spécial. Sur oui, et puis ils avaient tendance à moins vous écouter que nous encore. Oui, parce que vous êtes extrêmement discipliné, tout le monde le sait. Exactement. C'est notre... Obéissant même. Absolument, voilà, presque soumis. Et moi, je trouve que ça a complètement manqué de hiérarchie. Parce que moi, il me semble que vraiment le grand dossier même économique qui se présente, c'est la réforme de la formation et de l'assurance chômage. Mais tout ça, il aurait pu l'expliquer de manière encore plus pédagogique, mais c'était noyé au milieu de 103 considérations. Voilà, absence totale de vision, de transcendance, côté un peu fourre-tout, et puis malheureusement un air de prévisibilité, quoi. C'est-à-dire qu'à l'avance, on savait un peu quelles seraient les questions, et du coup, quelles seraient les réponses. Donc non, je ne suis pas convaincu, ni par le président de la République, ni par l'exercice en lui-même. Zemmour. Je suis pas loin de penser à ça. Moi, il a vu un comptable, moi j'ai vu un directeur du budget. C'est-à-dire, vous savez, personne très haute dans l'administration, un directeur du budget très doué, très politique. Vous voyez, le directeur du budget haut de gamme qui vraiment plaît à son ministre parce qu'il lui donne tout clé en main. C'est un peu le problème, effectivement. Ça nous mènerait trop loin. On en parlera, je pense, après avec Duhamel. Pourquoi on arrive à ça? Effectivement, il est enfermé dans l'économisme. Et ça, je pense qu'on en parlera aussi après. Je pense que c'est la plus grave erreur d'Emmanuel Macron, c'est ça. Il est enfermé dans l'économisme. C'est le mot de Raymond Aron sur Giscard. Il ne sait pas que l'histoire est tragique. Moi, ça m'a frappé dimanche soir. Il a parlé 3 minutes du crime de Marseille, avec le Tunisien qui a égorgé ces 2 pauvres gamines. 3 minutes. Et il nous a fait 50 minutes sur c'est les questions des journalistes. C'est vrai aussi. C'est pas faux. Mais parce qu'ils sont tous... Vous avez raison. Lui et les journalistes sont tous enfermés dans l'économisme. L'économisme et la com. Parce que là, la mise en scène, vous en avez parlé un peu, mais enfin, c'était... Là, les gros plans, là, premier plan sur les livres, on sait même ce que lit maintenant Emmanuel Macron, c'est vraiment les ficelles sont un peu grosses, quoi. Et je trouve qu'il y a quand même une soumission ça, c'est vrai. De la télévision, mais c'est à la fois au discours économiste. On sait aujourd'hui que le général de Gaulle, tous les soirs, relisait Chateaubriand, les Mémoires d'outre-tombe et tout, et à l'époque, personne n'en parlait. On sait ça 40 ans plus tard. Quand on voit ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est assez révélateur de l'époque. Il faut dire qu'à l'aune de ses prédécesseurs... Autant de livres, il y a de quoi effarer, en effet. Il faut peut-être insister sur ce point. Donc, c'était peut-être ça le message, d'ailleurs, qui devait être envoyé. C'est peut-être ça. Bon, messieurs, je ne vous ai pas convaincu. Le gong retentit. On va passer donc à notre second match. Hilton, depuis le pays du matin calme, le président Hollande a dit tout le mal qu'il pense du président Macron. Alors, Eric, un ex-président ne devrait pas dire ça? Déjà, sur la forme... critiquer l'action de son successeur depuis un pays étranger, c'est contraire aux traditions françaises, et moi, personnellement, ça me choque. Enfin, ça me choque, le mot est un peu gros. Je trouve ça déplacé, je trouve ça pas très heureux, voilà.
Alors après, C'est encore du Sud, hein, à Séoul. voilà, ce qu'il a dit, à mon avis, correspond à une dimension politique, à une dimension psychologique. La dimension politique, c'est qu'il essaie de défendre un peu son bilan, qui est très attaqué, il y a les petites piques de Macron, y compris dans l'entretien auquel on faisait allusion. Puis ensuite, il y a quand même une affaire là, qui est en train d'émerger, qui est un peu fâcheuse pour lui, c'est que l'État pourrait être amené à rembourser 9 milliards, parce que c'est une taxe sur les dividendes qui vient d'être jugée anticonstitutionnelle. Alors, si on ajoute que l'audit commandé par Macron au début de quinquennat à la Cour des comptes avait déjà révélé des dérapages budgétaires très importants, il est en train de se jouer quelque chose du genre, c'est pas la peine de me mettre tout sur le dos, si vous n'y arrivez pas, mon cher successeur, ce sera pas de ma faute, voilà. Or, c'est un peu de sa faute, parce que le dérapage budgétaire est très important. Bon, ensuite, la dimension psychologique, c'est que il avait avalé quand même beaucoup de couleuvres, Hollande, parce que c'est le seul qui n'a pas vu venir Macron. Tout le monde l'a vu venir. On voit bien dans le bouquin de Davé et l'homme, justement, un président ne devrait pas dire ça. Les signes s'accumulaient et en fait, il s'est fait rouler dans la farine. Il s'est fait rouler dans la farine par celui qui l'a fait, quoi. Et c'est sa créature, Macron, c'est lui qui l'a lancé. Donc ça fait beaucoup. Et là, je pense que même les cuirs les plus épais, et Dieu sait si Hollande a le cuir épais, peuvent être sensibles à certaines piqûres. Et là, le fait de s'être fait rouler dans la farine, de se faire attaquer par Macron et de ne pas être même invité une seule fois depuis le début du quinquennat par le nouveau président de la République, je pense que trop c'est trop, même pour Hollande. Nicolas Sarkozy, donc politique et psychologique. Zemmour, enfin, il l'a beaucoup attaqué quand même, hein, notamment dimanche soir. Emmanuel Macron a attaqué François Hollande sans le nommer en disant mon prédécesseur, alors qu'avant il disait c'était un peu mon mentor. Il a fait comme Hollande faisait avec Sarkozy. Comment ? Hollande ne nommait jamais Sarkozy aussi. Ah oui. Ni dans la campagne de 2012, ni après. Enfin, cela dit, et même à la passation de pouvoir, il avait cité tous les présidents et Sarkozy, il l'avait éliminé d'une phrase, c'était incroyable. Mais vous vous souvenez aussi de Sarkozy, le président Sarkozy, qui parlait du président Chirac en disant le roi fainéant. Oui, mais ça c'était avant l'élection. Quand il est devenu président, il était plus fédérant. Oui, je vous assure. C'était avant l'élection. C'était normal, parce qu'en plus, il voulait se différencier. Bon, enfin, bon, passons. Non, moi, en fait, c'est très intéressant cette pique de Hollande, parce que ça prouve deux choses, d'après moi. La première, c'est que Macron n'avait pas à s'embarrasser de nuances sur la suppression de l'impôt sur la fortune. Il aurait dû le supprimer entièrement. Parce que de toute façon, il se prend les critiques sur le président des riches. Deuxièmement... Ah, vous voulez dire tant qu'à faire... Ben oui, évidemment. C'est un impôt idiot. Tout le monde le dit depuis 20 ans. Donc autant le supprimer, qu'on n'en parle plus. C'est comme l'histoire des 35 heures. Ça. Bon. Il lui reproche sa brutalité aussi. Non, il lui reproche les inégalités. Le fait de favoriser les riches au détriment des plus pauvres. Oui, mais il lui a dit c'est de façon brutale. Les deux. Et deuxièmement, et là aussi je pense qu'on en parlera tout à l'heure, je pense que ce qui va être intéressant idéologiquement, c'est qu'il va y avoir un combat entre deux concepts, entre deux clivages. Le clivage droite-gauche classique auquel on est habitué, c'est-à-dire qu'on attaque le type de droite sur « vous êtes le président des riches », Sarkozy, on attaque le type de gauche sur « vous êtes laxiste, vous dépensez trop, vous mettez personne en prison », clivage classique. Et Macron, ce qui est intéressant, c'est qu'il a essayé et il a réussi, pendant la présidentielle, de subvertir ce clivage classique en imposant un autre clivage. Fermeture, ouverture, déracinement, racinement. Mais c'est pour ça que je vous dis, on va en reparler évidemment. Et donc tout l'enjeu de Macron, c'est qu'on juge ce qu'il fait sur le critère de utile, pas utile, efficace, pas efficace, intérêt commun, pas intérêt commun. Et non pas qu'il se prenne le clivage droite-gauche dans la tronche. Et il se le prend. Ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que la gauche lui dit président des riches, et la droite lui dit vous êtes trop bruyant, voilà, vous faites un faux état d'urgence, enfin une fausse sortie dangereuse de l'état d'urgence. Et donc le critère droite-gauche essaye de revenir par la fenêtre alors qu'il a été chassé par la porte. Je trouve ça assez intéressant sur le plan idéologique. des deux côtés en réalité. C'est ça. C'est le danger pour lui. C'est le danger pour lui. Alors, la seule chose qui reste à trancher, c'est est-ce qu'il fait ça pour des raisons politiques et psychologiques, ou il fait ça pour des raisons plus personnelles, c'est-à-dire que c'est une manière de revenir dans le jeu et de prendre une petite assurance sur l'avenir. Voilà, c'est pas... Et tu sais bien, nos lois en politique, c'est toujours tout mélangé. Il y a toujours de la psychologie, de l'idéologie, de l'intérêt, là, si je devais parier sur un retour de Hollande, je pense que la cote serait quand même très très élevée. Donc voilà, mais peut-être que c'est une manière tout peut arriver dans l'histoire. Ah, mais tout peut arriver.
Ah, le gong a retenti, messieurs. Alors, on va enlever les chronomètres que de toute façon, je ne vois jamais. Nolo, est-ce que vous avez de l'avance ou pas? Non, jamais. Bon. Là, on était à égalité. Ah, vous étiez à J'ai 3 égalité. semaines et 10 secondes de retard. Je crois qu'on peut marquer ce jour d'une pierre blanche. Alors, c'est la boîte aux lettres. Vous savez, cette nouvelle rubrique. Oh, vous avez un message. Et c'est la question d'Albert de Belgique. Joyeux anniversaire, Albert. Je fais tous les anniversaires maintenant. Très cher Eric, si vous ne deviez retenir que 3 noms au niveau historique, politique et littéraire, quels seraient-ils? C'est une question facile, c'est pour Zemmour, ça. Alors, vous, on sait déjà en politique, non? Napoléon, Chateaubriand, Pascal. Napoléon, Chateaubriand, Pascal, d'accord. Et pourquoi? À Chateaubriand. Pour moi, en littérature, le plus grand écrivain, c'est Chateaubriand. C'était pas Flaubert? On avait une Non, j'aime beaucoup Flaubert, mais ouais. Chateaubriand, c'est... D'accord. Mémoire d'outre-tombe, c'est pour moi, je le lis et je le relis sans cesse. Et Pascal, c'est vraiment... plus je vieillis, plus je pense que c'est le grand esprit supérieur de la Plus je vieillis, plus je répète la même chose, mais non, c'est pas ça. Plus tu relis Chateaubriand. Et bon, Napoléon, évidemment, ça, bon... Ça, on sait. Alors, figurez-vous, bonne nouvelle pour Eric. Il y a maintenant un vol direct. Oui, j'ai vu Sainte-Hélène. Donc, on va se Moi cotiser. qui ai le mal de mer, c'est une très, effectivement, c'est une très bonne chose. Vous allez plus mettre 5 jours. Je vais aller à Sainte-Hélène, voilà, exactement. Absolument. Tant bien. Très bien. C'est vraiment l'info de la. C'est vraiment l'info de l'émission. Ça, c'est l'info importante. Et on a réédité, on a retrouvé l'original du mémorial de Sainte-Hélène. C'est vrai, oui, ils ont avant les corrections faites... dans une bibliothèque obscure à Londres. Anaïs, moi, je vote pas pour Chateaubriand, je vote pour Victor Hugo. Normal. Mais enfin, un jour, vous m'avez dit tous les deux Flaubert, l'éducation sentimentale, c'est le livre. Oui, l'éducation sentimentale, c'est un chef-d'œuvre. Ça dépend de quoi on parle. Stylistiquement, évidemment que Flaubert, c'est supérieur à Victor Hugo, évidemment. Voilà. Mais je parle du symbole. Victor Hugo, alors déjà pour l'importance de l'œuvre, et ensuite parce que je pense que la gauche a vécu un siècle sur le logiciel mis au point par Victor Hugo. Il y avait tout dans Victor Hugo, ce que la gauche a développé, l'Europe, la peine de mort, les damnés de la terre. Non, et tout. On y est encore. Et malheureusement, ce qui s'est passé, je pense, pour le Parti socialiste et une partie de la gauche, c'est que ce logiciel s'est épuisé. Mais Victor Hugo avait tout déterminé, voilà. Absolument d'accord. Ça a vécu 100 ans dessus, c'est pas mal. 150 ans. 150 ans même, voilà. Ça a commencé un peu à dégénérer sur la fin. Donc à la fois pour la dimension littéraire proprement dite et la dimension politique, moi je garde. Cette question est intéressante quand même parce que on fait un clivage droite-gauche. On fait Chateaubriand, le légitimiste, et Victor Hugo. Et après les autres. Politique. Historique et politique, moi je confonds les deux. Mais surtout en France. Voilà. Tocqueville a dit à partir du XVIIIe siècle, les écrivains sont devenus les hommes politiques de la France. Donc je prends De Gaulle d'abord pour l'appel du 18 juin et ensuite pour avoir prolongé notre illusion, qui n'est pas seulement une illusion, qu'on est un pays à part. Voilà. Il a réussi à prolonger cette illusion pendant quelques dizaines d'années. On rentre un peu dans le rang, on est un peu orphelin de cette conviction qu'on n'est pas un pays comme les autres. Donc merci d'avoir prolongé l'illusion au général de Gaulle. Puis merci. Mais ce n'était déjà plus qu'une illusion. Ben oui. Alors que moi, Napoléon, c'était la réalité. Alors, merci messieurs. C'est maintenant l'heure de notre premier grand invité politique. Avant de recevoir Florian Philippot, retour sur une des fatalités au FN avec les numéros 2. Ça se passe mal en général. Retour en archive sur quelques clashs épiques. C'est notre rubrique C'était demain, concoctée par Dimitri Kefelec. C'est évident que s'il passe l'intégralité de son temps à faire la stratégie et la communication d'une petite association, les Patriotes, les adhérents du Front National vont se sentir un peu orphelins. Donc on va trouver une solution, il n'y a aucune difficulté là-dessus. En fait, au Front National, quand on regarde l'histoire de ce parti, la place de numéro 2, c'est la place du mort. Être le dauphin du président du Front National est une mission bien délicate, voire intenable. Après la mort de François Duprat dans un attentat jamais élucidé en 1977, l'ascension de Jean-Pierre Stirbois débute. Ce qui fait ma force, je crois, c'est que j'apparais aujourd'hui à Dreux, en tout cas, comme celui qui dit tout haut ce que la majorité des Drouais pensent tout bas. Stirbois parvient à asseoir le Front National sur l'échiquier politique en implantant le parti localement. Stirbois, y compris à Dreux d'ailleurs,
était favorable à des rapprochements avec une frange de la droite. C'est d'ailleurs comme ça qu'il y a eu un accord municipal de Dreux en 83. Le RPR, cas unique en France, fait liste commune avec les candidats du Front National. Ça, c'était une stratégie qui n'était pas celle aussi de Jean-Marie Le Pen. La France est en crise. Elle a besoin d'un guide et non pas de suiveurs ou de voyeurs. Au fur et à mesure, une tension et une rivalité a commencé à s'accroître entre les deux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est allé chercher Bruno Maigret, c'était pour contrebalancer le pouvoir de Jean-Pierre Stirbois. Après la mort de Stirbois dans un accident de voiture en 1988, Maigret, numéro de 10 ans durant, devient le stratège du parti jusqu'à la scission. C'est toujours la même question, c'est celle du pouvoir. Au fond, Bruno Maigret s'est convaincu que Le Pen n'en voulait pas, que ça ne l'intéressait pas, qu'il se satisfaisait d'une fonction tribunicienne. Il n'y a qu'un seul numéro au FN, c'est le numéro 1. Ce qui me différencie de César, vers lequel s'approchait son fils spirituel Brutus, le poignard à la main, César prit sa tôle et s'en couvrit la tête avant d'être immolé. Moi, je sors mon épée et je tue Brutus. Et je ne me prendrai ni pour César, ni pour Napoléon, ni pour Dieu le Père ou pour le gourou du Mandarin. Je n'abandonnerai pas la barre du navire à une poignée de lieutenants et de quartiers-maîtres félons. Longtemps vu comme le successeur du fondateur, Bruno Gollnisch se verra dépassé par la fille, favorite du père. Si Bruno Gollnisch s'était appelé Bruno Le Pen, il aurait pu succéder à Jean-Marie Le Pen. Éminence grise de Marine Le Pen depuis 8 ans, Florian Philippot réussira à convaincre celle qu'il appelle Marine qu'il faut absolument détruire ce qu'il reste de Le Pen en elle, avant de subir le même sort que les précédents numéro 2. C'est pas un problème de ligne, c'est même pas la question de l'euro. Philippot s'est rendu compte que Marine Le Pen était foncièrement incompétente. Les Français sont pas dupes, hein. Qu'elle ne travaillait pas, et en plus il a fini par se poser la question de savoir si elle voulait vraiment le pouvoir. Alors quel avenir pour Florian Philippot sans Marine Le Pen? Je vois pas d'espace politique suffisant. On se dit que c'est jouable. Tous ceux qui ont tenté une carrière politique hors du Front National après avoir quitté le Front National ont échoué jusqu'à présent. Voici Florian Philippot. C'est pour vous. De tout ce temps. C'est pour vous. Que sera ma vie? Bonjour. Bonjour. Voilà, Florian Philippot, les garçons, Florian Philippot. Alors, vous avez claqué la porte du Front National après que Marine Le Pen vous a retiré la stratégie et la communication du parti. Vous avez eu cette phrase toute simple qui est tombée un matin. Bien sûr, je quitte le Front National. Comme si c'était une évidence de laisser celle pour qui vous aviez eu, je cite, un coup de foudre, et non pas un coup de fil, un coup de foudre amical et professionnel. Oui, c'est-à-dire que j'ai achevé à ce matin d'automne, début de l'automne, une séquence qui devenait un peu ridicule, où on voyait bien que de prétexte en prétexte, il fallait que je parte. Puis j'avais plus envie de rester dans ce contexte-là. Donc j'ai mis, si vous voulez, j'ai mis fin à cette séquence et je suis passé à autre chose. Je vous avoue que les dernières semaines étaient peut-être les plus difficiles psychologiquement, moralement, mais que depuis, ça fait du bien, quoi. Un peu libéré, délivré, comme on dirait. Mais si vous voulez, on change. exactement. Mais c'est pas tout à fait les mêmes références. Je préfère la première. Mais si vous voulez, moi j'ai compris, pas en temps réel, progressivement, qu'il s'était passé quelque chose, bien sûr, avec le débat, fameux débat, et le score décevant du second tour, et qu'en réalité, le Front National, et Marine Le Pen laissant faire, donc approuvant, avaient changé d'objectif. L'objectif maintenant n'est plus évidemment la victoire. L'objectif, c'est une gestion de rente électorale. C'est un peu le passé, le retour du passé. C'est le retour du passé d'ailleurs à beaucoup de points de vue sur le retour de certains lieutenants, sur le retour de certains discours, etc. C'est la rediabolisation, quoi. C'est pas forcément. En tout cas, quand un de leurs députés a dit dédiabolisation, piège à con au cœur de l'été, personne n'a réagi. Ce qui était inimaginable il y a encore un an. Marine Le Pen serait montée au créneau il y a un an. Là, elle a laissé dire, elle a laissé faire. Voilà, moi je suis arrivé, vous savez, auprès de Marine Le Pen en 2009, en 2011 dans le parti. Le parti avait déjà 40 ans d'existence. On a essayé, je suis pas seul, hein. Moi je suis venu parce que j'avais l'intuition que Marine Le Pen voulait vraiment faire quelque chose, et puis j'ai travaillé avec beaucoup de monde, mais on a essayé de le professionnaliser, de l'élargir, ça a plutôt bien fonctionné, enfin, les scores obtenus ont été inédits, mais peut-être que j'ai été un peu naïf parce que finalement,
ce parti-là, qui avait déjà 40 ans, maintenant 45, est revenu subitement à ses vieux démons. Non, mais c'est ça. Et peut-être à un mode, il a montré ses limites, et ses limites, c'est qu'il ne peut pas arriver au pouvoir. Vous n'avez plus de rapport avec elle, là Non, en ce moment, je n'ai pas de rapport avec Marine Le Pen. Non, mais c'est ça qu'on pourrait vous opposer. Il y a quelque chose à la fois très banal et très original dans ce qui vous arrive. Ce qui est banal, c'est qu'on voit dans tous les partis qu'il y a une clarification. Quand il y a deux lignes inconciliables au sein d'un parti, il finit par y avoir scission, alors plus ou moins importante, plus ou moins radicale. Ça, c'est banal. Alors, ce qui est original, c'est que vous vous revendiquez gaulliste, vous ne dédaignez pas aborer une croix de Lorraine à votre veston, et vous faites partie, vous étiez le numéro 2 d'un parti qui a été fondé par des anti-gaullistes revendiqués. Il y avait même un membre de l'OS, il y avait même un membre des Waffen-SS. Bon. Il y avait aussi les résistants. D'accord, mais enfin, il y avait une composante anti-gaulliste très très affirmée. Donc vous payez à la fois les contradictions du Front National de son origine et les contradictions du Front National plus récentes, c'est-à-dire les deux lignes, la vôtre, on dit ligne chevènementiste pour simplifier, contre la ligne identitaire. Donc est-ce que c'était pas fatal ce qui vous arrive au fond ? Non, je pense que revenir à 1972 pour tout expliquer, je pense que c'est pas la bonne chose. Vous disiez le contraire il y a un instant. Hein. Non, moi c'est ce parti-là qui revient. Oui, non, ce que je dis, c'est qu'il y a ce parti-là un mode de fonctionnement et d'organisation qui est assez clanique. C'est un fait, c'est comme ça. Mais c'est une petite entreprise familiale, non ? Un peu élargi, et pas que, il faut être honnête. Bien sûr, il y a des figures qui viennent d'ailleurs, j'en étais une preuve, mais, oui, mais vous avez pas que. Mais c'est vrai que quand j'ai vu revenir, par exemple, pendant la campagne présidentielle, en fin 2016, le beau-frère de Marine Le Pen, Philippe Olivier, qui est très influent aujourd'hui, c'est lui qui fait tous les discours, toute la com, etc. Mais en fait, il réutilise la com et les discours qu'il faisait à la fin des années 90 pour Bruno Maigret. Parce que ce sont exactement les mêmes. Le discours de Marine Le Pen à Poitiers sur l'Europe, c'est mot pour mot quasiment le livre de Bruno Maigret sur l'Europe, d'il y a 20 ans. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, non seulement sur la ligne, moi, ça ne me convient plus. Je suis pas là pour faire de la politique alimentaire. J'aurais pu rester. Je pouvais rester, je m'écrasais un peu. On me redonnait l'investiture pour les européennes en 2019. J'avais de nouveau probablement un mandat, quoique. Il faut voir dans quel état sera le Front National dans 2 ans. Mais je me taisais. Mais je n'ai pas le goût de cela. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour abandonner certains grands combats. Et je ne suis pas là pour parler uniquement d'un sujet qui sera l'immigration, en plus en parlant d'une certaine façon. Je pense que c'est un sujet très important, mais qu'on ne peut pas parler que de cela. Pour le reste, sur le mode d'organisation, il y a peut-être une incompatibilité avec un vrai professionnalisme sur la durée, avec une vraie ouverture sur la durée. Ça, oui. Et ça, peut-être que j'ai été naïf. Peut-être que j'ai cru qu'on pourrait changer radicalement la machine. Et en fait, on ne l'a pas totalement changé. Alors, Éric Zemmour, Piaf, parce que ça fait un an qu'il vous attend. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous n'étiez pas venu pour la présidentielle. Non, vous n'êtes pas venu à la présidentielle. Elle était comme un amoureux et conduit. Alors attends, Éric, on y arrive. Ni amoureux, ni conduit. Quand vous avez passé le grand oral de l'ENA, attendez, Éric Zemmour. Éric Zemmour était dans le jury. Oui, mais il n'a pas dit un mot. Cette fois, c'est encore plus terrorisant. En position d'observateur. Ah bon? Vous savez, ça tourne. Le jury, c'est 4 personnes. Et il y a une personne sur 4 en permanence qui est observateur. Moi, je suis tombé sur Éric Zemmour, observateur. Ah oui, je me souviens. Ah, observateur. Là, il n'est pas observateur, il est acteur, puisqu'il est là pour votre QCM. Ça a changé. Donc là, on va parler. Et il est là pour votre QCM, c'est lui qui l'a rédigé. Il est très content. Tu vas voir. Alors, pour peser politiquement dans les prochaines années, vous avez besoin de vous appuyer sur Laurent Wauquiez, Nicolas Dupont-Aignan, personne. Alors, vas-y là. Non, on peut travailler, il faut qu'on travaille avec Nicolas Dupont-Aignan, et pas que. Parce qu'on est, tous les deux, on est gaullistes, on a des convictions communes, on a aussi des points de divergence. Laurent Wauquiez, j'aimerais bien le rencontrer. Moi, vous savez, je ne suis pas du tout sectaire, j'ai toujours eu horreur de ça. Je pense qu'il faut sortir d'une espèce d'ambiance factice de guerre civile. Bon, il a dit non, hein. Il a dit non ici même la semaine dernière. Donc. Mais il n'est plus au Front National. Oui, mais je vais vous dire, il est en campagne interne, vous savez comment ça fonctionne. Qu'on puisse parler, qu'on puisse discuter, mais avec d'autres. Mais j'ai beaucoup de... Wauquiez, fondamentalement, est quand même un européiste et il a démontré au pouvoir qu'il acceptait une politique immigrationniste. Puisqu'il était ministre sous un gouvernement qui a fait beaucoup d'immigration et puis il est favorable à la loi travail, ultra-libéral. J'ai finalement peu de points communs avec lui. Mais discuter, pourquoi pas? Alors, il faut discuter en démocratie. J'aimerais pouvoir en placer une dans cette histoire. Je vous ai écouté, pas comme Alena. Je vous ai écouté religieusement. Je vous trouve extraordinaire. Je vous le dis, je vous le trouve. Chirac vous aurait dit que vous avez un culot d'acier. D'abord, prétendre que vous avez professionnalisé le parti,
Là, déjà, vous êtes très fort parce que vous n'avez rien professionnalisé du tout. Vous avez travaillé, vous. Alors ça, je ne peux pas vous l'enlever. Vous avez travaillé tout seul, d'ailleurs. Parce que Marine Le Pen ne fout rien et autour d'elle, c'est laborieux. Et vous travaillez. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez pris autant de pouvoir dans ce parti. Ça, je vous rends hommage. Mais ne venez pas dire que vous avez professionnalisé le parti. Vous avez mis des amis qui n'ont même pas été capables de se faire élire, alors que vous leur avez donné les meilleures circonscriptions. Ah bon? Oui, tout le monde m'explique ça. Ah bah vous devriez vérifier de vous-même, je vérifie de moi-même. Les meilleures circonscriptions de France, c'est simple, elles sont trouvables. Oui. Elles sont beaucoup dans le nord, dans le Pas-de-Calais, un peu dans le sud. Et il n'y avait aucun de mes amis là-bas. Aucun. Bon. Aucun. D'accord. Donc ça, c'est amusant ce que vous dites. Bon, alors, et moi-même, je m'étais mis, je suis resté fidèle à ma circonscription qui était la 50e de France à la présidentielle. Et pourtant, j'étais quand même dans les 20 où on était en tête au premier tour. Vous voyez, donc parce que faut pas répéter. On parlait des seconds. Il ne faut pas répéter des bêtises, monsieur. Non, c'est pas des bêtises. C'est pas des bêtises. Je sais ce que je dis. On parlait des seconds. C'est faux, en l'occurrence. Il y en a un qui a professionnalisé, le seul qui a professionnalisé le parti, c'est Bruno Maigret. Et c'est lui qui avait vraiment professionnalisé le parti, qui avait d'ailleurs été élu à Vitrolles, etc. Contrairement à vous. Et c'est lui qui a sauté. Vous avez sauté, mais parce que c'était vous ou Marine Le Pen. Parce que vous êtes là à dire, en gros, Marine Le Pen est nulle et maintenant elle n'écoute plus, elle écoute Olivier. Sauf que c'est vous qui l'avez emmené dans le mur. C'est vous qui lui avez imposé la double ligne. 1, on parle plus d'économie et d'euros que d'immigration. Et 2, en tout cas à la télévision. Et 2, on devient gaucho-compatible et on rêve d'une grande alliance avec Mélenchon. C'est vous qui l'avez envoyé dans le mur. Et maintenant, vous êtes là à nous dire « Oh, mais je m'en vais parce que vraiment, ce parti, c'est n'importe quoi. » Il faudrait quand même reconnaître vos erreurs. Elle a fait le meilleur score. Monsieur Zemmour, c'est amusant. Elle a fait un très mauvais score. Elle a fait 21% au premier tour, alors qu'elle faisait 25-28 avant. Très mauvaise campagne. Et au second tour, on ne parle même pas du débat, c'est une catastrophe. Alors je veux dire, pendant la campagne, c'est intéressant ce que vous dites, la campagne de la présidentielle, j'ai fait le compte, parce que je lis les gens comme vous qui répètent des analyses sans rien vérifier. D'accord. On a parlé au total, sur tous les meetings de l'euro, moins de 5 minutes. Je parle pas des meetings, je parle de la télé. Oui, mais pareil. Les meetings, c'est normal, c'est pas vous qui les écriviez. Et la télé, c'est tout à fait normal. Et la télé, on répond aux questions, etc. Non, vous répondez pas aux questions, vous imposez aussi votre ligne. Non, mais bien sûr, mais on répond aussi à une interview. Il se trouve qu'en fin de campagne, on recevait beaucoup de messages de gens qui disaient on vous entend absolument plus sur les petits salaires et les petites retraites. Parce que les meetings étaient truffés d'identité, civilisation, etc. Vous adorez ça, ce sont des sujets importants. C'est pas que j'adore, mais ça je pense que c'est essentiel. Ça peut pas être le seul sujet. Et il se trouve qu'on a 3 à 4 points qui sont partis vers Mélenchon, non pas vers Fillon. Je ne suis pas Ils sont partis, mais ça a été démontré par Pascal Perrineau de manière scientifique après l'élection. Ah oui, d'accord, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous disent juste n'importe quoi. Fourquet dit pas la même chose. Oui, bien sûr. Excusez-moi, les sondeurs, je les connais, vous les connaissez aussi bien. Et puis nous, ce qu'on voit sur le terrain, depuis 10 ans. Et puis nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est aussi n'importe quoi. Ce que les gens nous disent, c'est n'importe quoi. Les mails qu'on reçoit, c'est n'importe quoi. Les courriers qu'on a, c'est n'importe quoi. Si, il y a 3-4 points qui sont partis chez Jean-Luc Mélenchon. Mais vous vous trompez. Mais non, c'est vous qui vous trompez. Vous répétez. Non. Alors, ce qui est amusant, monsieur Zemmour, c'est que vous nous dites il faut faire comme ça, il faut parler que d'immigration. Mais le Front l'a fait, ça. Non. Il l'a fait pendant 30 ans. Oui. Il l'a fait pendant 30 ans. Il a stagné au maximum à 15% des voix. Vous savez très bien pourquoi. Il se trouve, laissez-moi parler. Il se trouve que quand Marine Le Pen a pris le pouvoir jusqu'à 2017, il a enchaîné des records de voix progressivement montant jusqu'à 28% des voix au niveau national lors des régionales de 2015, en parlant de tout. Il n'y a pas ceux qui parlaient que de l'euro et ceux qui parlaient que de l'immigration. Moi, j'ai toujours parlé de tout. Et j'ai toujours considéré qu'il fallait parler de tout. Et si vous raisonnez simplement de ce point de vue-là... Non, monsieur Zemmour, si vous parlez simplement en tactique... Parce que c'est faux, ce que vous dites. Si vous parlez, mais on n'est pas d'accord, c'est tout, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais on verra bien. Si vous avez raison, là, le Français va faire exactement ce que vous voulez. Ils ont allez un voir. congrès en mars, c'est ça? Oui, ils vont faire exactement ce que veut Zemmour. Donc ils vont parler, ils ont commencé, ils ne vont parler que d'immigration, ils auront un discours d'ailleurs à tonalité beaucoup plus identitaire, parce qu'il y a plusieurs manières de parler d'immigration. C'est bien ce que j'allais dire. Je pense qu'il faut en parler de manière républicaine, et qu'on peut être très fair, ça veut dire qu'on fait rien. Et qu'on peut expliquer aussi, on peut aussi ne pas mentir aux gens, on peut expliquer que sans les instruments de la souveraineté nationale, y compris en matière d'immigration, on vend n'importe quoi aux Français. Monsieur Philippot, les Hongrois et les Polonais ne laissent rentrer personne. Mais vous vous trompez. Ils sont dans l'Europe. Vous vous trompez. Ils sont dans l'Europe. D'abord, premièrement, ils ne sont pas dans l'euro. Ils sont dans l'Europe. Mais quel rapport pour l'immigration, l'euro? Aucun rapport. Si, il y a un rapport. Et vous le disiez vous-même il y a quelques années, c'est que quand vous laissez un pouvoir aussi considérable dans les mains d'une banque centrale à Francfort, qui peut à tout moment vous couper les vivres, vous couper les vivres bancaires, et que vous avez cette épée de Damoclès qui est toujours au-dessus de vous, y compris
compris en matière d'immigration, vous ne faites pas ce que vous voulez. Mais c'est pas vrai pour l'immigration. Maintenant, monsieur Zemmour, non, vous trompez. J'ai vécu, moi, au Danemark. J'ai entendu ce que vous disiez. C'est n'importe quoi. Allez au Danemark, il y a un vrai débat sur l'immigration. Ah oui, évidemment qu'il y a un vrai débat. Mais il y a des vrais débats sur l'immigration partout. J'assume deux choses. Un, moi, je considère qu'il n'y a pas que l'immigration comme sujet en France. Qu'il y a des gens qui nous parlent de leurs problèmes de déserts médicaux. Il y a des gens qui nous parlent de leur petite retraite. Il y a des gens, excusez-moi, qui nous parlent de leur petite retraite. Il y a des gens qui nous disent comment je vais faire, moi, pour créer une boîte, alors qu'on n'est pas aidé en France pour créer une boîte, notamment les start-up. Comment on fait? Il faut qu'on embrasse tous ces sujets-là, monsieur Zemmour. Personne ne vous a dit qu'il ne fallait pas les embrasser. Deuxièmement, si, parce que vous voulez qu'on ne parle que d'immigration. Non, il y a des hiérarchies, il y a des priorités. Vous avez changé les hiérarchies et vous vous êtes planté. Les hiérarchies dépendent des personnes. Les hiérarchies dépendent des personnes. Deuxièmement, vous dites ça n'a pas de rapport avec la souveraineté nationale. Alors là, il va falloir arrêter de mentir au bout d'un moment vis-à-vis des Français. Parce que sinon, on va faire éternellement, ce qui s'appelle Sarkozy 2007. C'était le discours de Buisson, où on a vendu aux Français, c'était toute sa campagne, souvenez-vous, le Karcher, les moutons égorgés dans les baignoires, on va réguler l'immigration, etc., l'immigration choisie. Et quand il a été au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait, M. Sarkozy? Il a fait, non seulement il n'a rien fait, pire que la gauche. Il a fait plus d'immigration exactement que Lionel Jospin. On est tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé dans un pays qui n'avait pas de frontières. Schengen, Union européenne. 2, il s'est retrouvé être en permanence sous la tutelle du juge de la Cour de justice de l'Union européenne et du juge de la CEDH, qui interdit notamment de mettre fin au regroupement familial, qui interdit de rétablir la double peine que lui-même avait supprimée sous pression de la CEDH, qui interdit, on vient de le voir aujourd'hui, même d'expulser un clandestin qui a commis un délit. Puisque Macron, pour moi, normalement, un clandestin, il devrait, rien que par le fait qu'il est clandestin, il n'a rien à faire en France. Mais maintenant, on ajoute la condition du délit. Et même ça, le droit européen vous dit non, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, on va faire quoi? On va créer du discrédit. Je finis. Du discrédit et de l'inefficacité. Je ne suis pas en désaccord avec vous là-dessus. Je dis simplement qu'on peut très bien, et vous le savez très bien, qu'on peut très bien 1. Sortir de la CEDH. 2. On peut même sortir de la Convention des droits de l'enfant. Et 3. On peut même sortir de certains articles. Sans pour autant sortir de l'euro et sortir de l'Europe. Pourquoi vous voulez rester à ce point dans l'Europe et dans l'euro? Pour deux raisons. La première, c'est que vous perdez l'élection avec ça. C'est le drapeau blanc du comte de Chambord. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que cette conception défaitiste de la politique? Mais quoi, la politique? La politique, c'est la démocratie. La démocratie, c'est ce que veulent le peuple. Excusez-moi, mais vous en savez rien. Il n'y a jamais eu. La preuve, vous avez pris une tannée avec l'euro. Je ne vais pas dire. La démocratie, c'est de laisser parler Éric Nolot. Moi, je vais parler. Non, je réponds à ça, c'est très important. Il n'y a jamais eu. Oui, mais je vous réponds juste après. Oui, c'est un débat fondamental. Non, mais moi, je ne suis pas de droite ou d'extrême droite. Je considère qu'il faut travailler avec tout le monde. Voilà, droite et gauche. Et parler avec tout le monde. Je pense, Monsieur Zemmour, c'est pas une insulte, que vous avez une conception triste de la politique et que si vous aviez appliqué votre raisonnement, heureusement vous n'étiez pas comme ça à l'époque, vous avez changé. Si vous aviez appliqué ce raisonnement en 2005, vous n'auriez jamais livré bataille sur le référendum sur la Constitution européenne. Aucun rapport. Si, c'est le rapport, c'est que 3 mois avant les sondages, parce que là vous vous fiez sur des sondages. Est-ce que ça, il y a eu élections? Non, il n'y a eu aucun référendum sur l'euro en France, aucun référendum sur l'Union européenne. Et si vous vous fiez au score du second tour d'une élection présidentielle, alors vous en conclurez aussi que les Français veulent une immigration massive, puisqu'ils ont fait le choix de Macron par rapport au choix de Le Pen, qui préférait réduire l'immigration. Donc attention à vos raisonnements. C'est spécieux vos raisonnements. Moi je pense. Attendez, la politique pour moi c'est pas ça. Je suis désolé. C'est pas regarder un sondage le matin et me dire je vais dire ce que disent les Français à un instant T. J'ai pas dit ça. C'est convaincre les gens. Et moi, vous les avez pas convaincus. Admettez que vous les avez pas convaincus. Il n'y a pas eu de débat sur cette question-là. Mais c'est pas vrai. Je reconnais qu'elle était nulle pour défendre l'opposition. Politiquement, je n'accepterai pas de vivre dans un pays qui n'est pas libre. C'est tout. Je suis pas gaulliste et je me suis pas engagé en politique pour que tous les 4 matins on aille voir la chancelière allemande et le commissaire lambda X que personne ne connaît, qui est probablement corrompu à la Commission européenne pour dire ce qu'on doit faire, y compris en matière industrielle et en matière d'immigration. Et deuxièmement, et j'aurais fini, c'est très important. C'est très important parce que ça fait des mois qu'on doit avoir cette discussion. Absolument. Ouais, mais vous vouliez pas venir. J'ai pas envie. Non, j'ai vraiment pas le temps pour le coup. Mais j'ai pas envie de vendre des salades aux Français. J'ai pas envie d'avoir un discours un peu folklorique sur l'immigration où on en rajoute des tonnes, on en fait des caisses. Pas folklorique. Parce qu'on se prive des instruments de la souveraineté. Il y a souveraineté et identité nationale, ça va ensemble. Il ne faut pas les opposer. Mais je ne les oppose pas, c'est vous. Et troisièmement, quand je parle d'identité, vous parlez de souveraineté. Troisièmement, il y a plein d'autres sujets. Stop. Allez, vas-y. J'ai beaucoup à vous dire. On avait. Vous voyez tout ailleurs, quand même. Non, mais c'est bien, c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant, mais c'est un peu long.
Non, mais je te signale que moi, j'ai rien dit au début, j'ai pas dit un mot. Tu n'as rien dit pendant 2 minutes, en effet. Non, c'était Dans très la politique, c'est aussi un rapport de force. Là, vous venez de nous expliquer qu'en fait, votre seul allié potentiel, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Moi, j'observe que, contrairement à ce qui s'était passé avec Bruno Maigret, pas grand monde vous a suivi au Front National. Donc, Florian Philippot, combien de divisions, avec qui vous voulez appliquer ce programme qui doit sauver la France? Bon, déjà, Maigret, c'est eux. Tous les lieutenants maigretistes dirigent le Front National aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Donc je ne me compare pas à Maigret. Maigret, c'est eux. Et c'est eux qui auront le discours de Maigret. Non, mais il était parti avec beaucoup de monde. Oui, mais il a organisé une scission, Maigret. Déjà, il est parti avec les gens qu'il avait nommés lui-même. Donc, c'est un peu différent. Un vrai appareil, lui. Moi, si j'avais organisé une scission, j'aurais passé mon été à passer des coups de fil à des élus. Je suis parti quand même avec là. Ils m'ont déjà rejoint et je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver. 31 conseillers régionaux. On est 3 eurodéputés. Ma foi, c'est ce qu'avait le Front National jusqu'en 2014, 3 eurodéputés. Puis on a rejoint, on n'est pas en inscrit, on a rejoint le groupe de Nigel Farage. Et j'en suis très heureux, j'ai fait la connaissance de Nigel Farage. Lui, c'est un homme de conviction. Vous voyez, il n'a pas dit... il a créé le UKIP en 93, il voulait un pays libre et il a mis 23 ans pour obtenir son référendum et le gagner. Et bien ça, pour moi, ça c'est de la politique de la belle, de la grande. Vous êtes sûr que c'est pour le bien de son pays qu'il a gagné le référendum? Oui, je pense qu'il renoue avec une... Non, il va permettre à ce pays de renouer avec ce qu'il est, c'est-à-dire comme la France, un grand pays qui a vocation à être libre et non pas un pays pris dans un empire. Et quand vous allez revenir dans 2 ans, dans 3 ans, vous êtes sûr que vous pourrez toujours dire la même phrase, que c'était pour le bien de son pays? Oui, j'en suis persuadé. Okay. Oui. Ne serait-ce que sortir de la prison et être en liberté, c'est déjà bien. Après, il y a du boulot. Hein. Personne n'est naïf là-dessus. Quand on sort d'une organisation qui a 60 ans d'existence, il y a du boulot. Mais aller dans le mur, c'est encore pire. C'est tout. Et bon, si on reste, on va dans le mur. Avec une trentaine de personnes. Donc, et les alliances maintenant, où est-ce que vous allez... Non, ça je parle des élus. Oui, des élus. Mais il y a aussi des conseils municipaux, départementaux, etc. Puis aujourd'hui, on doit être 4000 adhérents. Bon, chez nous, c'est pas un clic comme chez Macron. Il faut payer, c'est moins cher que d'autres partis. C'est 20 € et 10 € pour les jeunes. Mais on est un mouvement qui se veut... Alors c'est là la grosse différence aussi avec Maigret. Maigret est parti sur une offre beaucoup plus radicale que le Front National. Il s'est retrouvé sur un petit confetti électoral. Moi, je vois un Front National qui, lui, va se rabougrir, qui est en train de se rabougrir. Et moi, je veux un patriotisme beaucoup plus crédible, beaucoup plus moderne. Je le ferai pas seul. Il faut qu'on travaille avec plein de monde. Je l'ai vu Dupont-Aignan il y a quelques jours. On va se revoir, mais il n'y a pas que lui. Alors, c'est qui les autres? Ils vont venir d'où? Mais vous parlez, vous, des chefs à plumes. Il y a plein de gens sur le terrain. Je parle quel est l'électorat que vous visez. Ce qui m'amuse, c'est, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Je vois des gens même qui étaient mes anciens camarades du Front National chez les cadres, qui répètent, ils sautent sur leur chaise, comme ça, ils disent union des droites, union des droites, union des droites. Ils n'arrivent absolument pas à la faire, personne ne veut d'eux. Même sens commun, qui pourrait être à l'UMP, peut-être ce qu'il y a de plus proche de certains au Front National, pas moi, mais même eux, ils n'arrivent pas à les avoir. Mais quand on fait le travail sur le terrain, quand on va voir des maires, des conseillers départementaux, là, on arrive à avoir des gens. Alors, ils sont parfois de droite, ils sont parfois ailleurs, ils ne sont pas forcément à droite, ils peuvent être à gauche. Mais ça, à mon avis, c'est une stratégie beaucoup plus intelligente que de répéter comme ça union des droites, comme si demain, LR et FN allaient fusionner, ce qui d'abord n'aurait aucun sens politique et ne se fera jamais, on le sait très bien. Donc, moi, je veux faire ce travail par le terrain. C'est pour ça qu'on a créé les Patriotes. C'est un point de ralliement. C'est une structure moderne, c'est une structure ouverte. On autorise la double appartenance, la triple appartenance. On peut être patriote et en même temps adhérent d'un parti politique, d'un syndicat. Je trouve que c'est même une richesse, ça ne nous pose aucun problème. Et on est en train de structurer localement, on a nommé des référents départementaux, on est en train de faire avancer les choses. Mais nous avons 18 jours d'existence. En tout cas, le patriotisme a besoin de modernité et de crédibilité. Éric Zemmour, au FN, la personnalité qui a le plus d'avenir, c'est Marine Le Pen, Nicolas Bay ou Marion Maréchal Le Pen? Oh mais ce sont des débats qui doivent maintenant agiter les instances internes du Front National. Ce ne sont plus mes débats. Troisième question. Marine Le Pen à l'Élysée. C'est pour 2022, 2027 ou c'est de la science-fiction? Je pense qu'aujourd'hui, c'est de la science-fiction. Avec ce qui s'est passé en fin de campagne et surtout la très mauvaise voie choisie depuis, c'est objectivement de la science-fiction. Mais la fin de campagne... C'est l'inverse. C'est le débat, elle a perdu toute légitimité. Oui, le débat a joué beaucoup, mais je pense que les idées patriotiques sont majoritaires en France. Je pense qu'il y a une majorité de Français qui veulent un pays qui défende sa culture, son modèle social, sa liberté, son indépendance, et qui sont navrés de... Vous avez une majorité, qui sont navrés de voir Macron... Vous allez les chercher là où ils ne sont pas, et vous n'allez pas les chercher là où ils sont. Partout, non, quand vous dites l'union des droites, c'est un mythe. Vous avez raison sur un point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la droite est tellement pusillanime qu'elle n'ose pas
faire ce que Mitterrand a fait jadis avec le Parti communiste, c'est-à-dire s'allier au Front National. Je l'ai dit ici des dizaines de fois, donc là je suis d'accord avec vous. Sauf que ça contredit ce que vous m'avez dit tout à l'heure, quand vous dites l'important c'est d'avoir des convictions et d'aller défendre ses convictions. Regardez en Autriche, l'Union des droites cartonne et ils vont gagner. Et sur un discours centré sur l'immigration et l'islam. Le FPO là-bas est arrivé 3e, a fait 26% des voix, c'est-à-dire le score que faisait le Front National ici. Mais la droite fait 32 ou 30, oui, d'accord. Et ils vont s'allier avec eux. Oui, ça fait une petite différence. Très bien, je leur souhaite le meilleur, mais vous pensez qu'ils vont faire quoi? Vous allez voir. Ils vont fermer les frontières, ils vont se mettre avec les Polonais et les Hongrois. Et excusez-moi, ils ont moins de problèmes que nous. On verra, parce que les Hongrois et les Slovaques dont vous parliez tout à l'heure, je vous signale que la Cour de justice... Non, mais les Hongrois, il y a eu une décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur la Hongrie et la Slovaquie, il y a 2-3 semaines, et qui a dit, mais vous êtes obligés d'accueillir des quotas de migrants. Vous êtes obligés d'accueillir des quotas de migrants. Qu'on soit clair, je suis pour un affrontement avec la Cour européenne des droits de l'homme. Mais moi, je suis pour sortir de la Cour européenne. Je vous parle de la Cour de justice de l'Union européenne, pas la CEDH. Même la Cour de justice, il faut affronter la Cour de justice. Moi, je ne comprends pas pourquoi, alors que ça va dans le mur, alors que je crois que dans votre fort intérieur, tout le prouve, vos écrits depuis des années le prouvent, vous êtes très attaché à l'indépendance de notre pays, vous y croyez en la France. Pourquoi vous voulez absolument vous engager dans une voie où on devra essayer, si tant est qu'on a le gouvernement qui a envie de le faire, c'est-à-dire pas Macron, de slalomer entre les pots de banane de l'Europe. Parce que les Français ne veulent pas sortir de l'Europe, mais vous n'en savez rien. Je vous dis, c'est le drapeau blanc du comte de Chambord. Mais vous n'en savez rien. Moi, j'entendais des Zemmour britanniques qui disaient la même chose 6 mois avant le référendum. Les sondages montraient que les Britanniques n'allaient pas voter le Brexit. Nous ne sommes pas l'Angleterre. Ils ont voté le Brexit. Je suis désolé. Moi, si on dit aux Français demain, à la place de ce machin qui décide tout à Bruxelles, qui ne fonctionne pas et qui n'est pas démocratique, vous avez de nouveau une démocratie française. D'ailleurs, on va la faire respirer en créant des référendums d'initiative populaire, en réinsufflant la proportionnelle, le référendum, et que vous remplacez ce système totalitaire par une coopération intelligente sur certains sujets industriels, culturels, d'avenir. Sécurité, tout le reste. Entre pays, entre ceux qui veulent, en Europe, mais aussi ailleurs, ne nous coupons pas du reste du monde. Il y a les États-Unis, il y a la Russie. Moi, monsieur Philippot. Moi, je suis convaincu. Ce qu'il y a, c'est que vous ne convaincrez pas la majorité des Français. Ne dites pas l'inverse, monsieur. Mais non, je ne dis pas l'inverse. Ne vendez pas aux Français l'idée qu'on ne peut pas faire autrement. Ça s'appelle le TINA ou TAINA, ultralibéral. Il n'y a pas d'autre alternative. Je ne vends pas l'inverse. Je prends acte de la réalité, contrairement à vous. Et moi, je ne cherche pas à m'allier à Mélenchon, qui est contraire à ce que je pense et surtout où ses électeurs sont en conflit avec les électeurs du Front National. Heureusement que dans l'histoire de France, on n'a pas eu toujours ce raisonnement ultra défaitiste où on dit ça y est, c'est foutu, de toute façon on n'y arrivera jamais, donc on se résigne. Heureusement que ça n'a pas fonctionné comme ça l'histoire de France parce qu'on aurait déjà disparu depuis longtemps. Et deuxièmement, je vous réponds parce que vous l'avez dit 3 fois d'affilée, Mélenchon, j'ai jamais prôné d'alliance avec Mélenchon. Sauf que je dis qu'il faut parler y compris à ses électeurs, notamment. Je n'ai pas de fantasme avec Mélenchon, non, je vous rassure. Y compris, je pense qu'il faut parler à ses électeurs, y compris ceux qui étaient avant au Front National, qui sont partis chez lui. Monsieur Philippe, je vous signale qu'avant le débat, les chiffres à la fin sont plus les mêmes. 35% des électeurs de Fillon allaient voter Marine Le Pen. Et 20% des électeurs de Mélenchon allaient voter Marine Le Pen. C'était ma question, monsieur Philippe. Non, à la fin, 7. Oui, et Fillon s'est passé de 35 à 20. Il faut vraiment que Zemmour la ferme. D'accord. Non, mais alors, attendez. Le débat aurait été correct, ça aurait fait 20%. 20%, c'est 1,5 million de voix. Monsieur alors, je ne comprends pas votre stratégie. Vous l'aurez, c'est vous. Ma question porte sur le débat, parce que là, on dit... Un ouvrier, c'est un ouvrier. Un Français, c'est un Français. Mais pour vous énerver. Quel est votre part de responsabilité, monsieur Philippe? J'ai vu des gens basculer. Mais vous finirez après l'émission, je pense que vous avez encore beaucoup de choses à vous dire. Quelle est votre part de responsabilité? Quelle est votre part de responsabilité dans le désastre du débat? Parce que là, je sais pas, on dirait que c'est pas votre affaire. Moi, vous étiez en responsabilité quand même. Vous avez des dossiers. Moi, si vous voulez... Parce qu'il y avait beaucoup de dossiers sur la... C'était vous qui avez... on a préparé le fond. Comme moi, j'avais 8 ans que je préparais toutes les émissions avec Marine Le Pen, tous les débats. Donc, moi, j'ai fait un débat. Je suis peut-être la seule autre personnalité politique française à avoir fait un débat avec Macron. Il y a Marine Le Pen et il y a moi. Moi, j'ai fait un débat en 2015. Il était ministre de l'économie. Chacun ira voir. Je parlais de fond. Je n'ai pas une stratégie d'agressivité. Et Marine Le Pen a un peu reproduit le débat qu'elle avait fait au second tour au régional face à Xavier Bertrand, pour ceux qui veulent aller voir. À l'époque, il y avait déjà une personne qui était dans les parages, qui s'appelle Philippe Olivier, qui est son beau-frère. Vous aviez été meilleur que Marine Le Pen face à Macron, je pense qu'il lui a suggéré une stratégie très agressive. Mais après, je suis désolé, et Marine Le Pen, je pense qu'elle approuverait ce que je dis là maintenant. Il y a une seule personne qui est responsable quand on est face à quelqu'un, c'est soi-même. D'accord. Enfin,
Là, la stratégie de rupture, vous dites c'est pas vous, mais sur le fond, elle avait l'air de rien connaître au dossier. Alors si vous êtes là depuis 8 ans, vous auriez pu l'instruire un peu, quoi. Non, mais c'est pas un très bon prof. Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je vais être très clair, je sais pas très bien ce qui s'est passé. Que Marine Le Pen, puisque vous aviez été très bon face à Macron, c'est ce que vous dites. Non, j'ai pas dit que j'avais été très bon face à Macron, mais j'ai dit que meilleur en tout cas. Moi, déjà, ça va durer 17 minutes et pas 2h30. Mais il était ministre de l'économie, on avait parlé, je crois, du TAFTA, du protectionnisme, etc. Non, mais c'est énigmatique ce que vous venez de dire. Je sais pas très bien ce qui s'est passé. Non, comme beaucoup de Français. Ah bon, même vous je reconnais, après, vous en avez bien parlé. En tout cas, je reconnais à Marine Le Pen d'avoir reconnu publiquement, ce qui n'est pas forcément classique et aisé, je crois aux 20h de TF1, que ce débat était raté. Au moins, elle a fait cela. Mais si vous voulez, le débat a fait beaucoup de mal, c'est une évidence. On en entend encore parler aujourd'hui. C'est pour ça que je vous en parle. Maintenant, je pense que les choix qui ont été faits après la présidentielle, après le second tour, ont aggravé le mal. On a dit finalement, on revient en arrière, on abandonne tout et on se transforme en syndicat anti-immigration comme s'il n'y avait pas d'autres sujets et comme si on allait être crédible en ne parlant que d'un seul sujet. Parce que même sur ce sujet-là, ils ne seront plus crédibles. Ça, je trouve que ça a aggravé le mal, c'est tout. Bon. Mais ça, c'est leur problème maintenant. Moi, je suis passé à autre chose. Très bien. Alors, demain soir, Marine Le Pen, dans l'émission politique, vous allez regarder évidemment. Est-ce que vous voudriez regarder la caméra et lui adresser un petit message ? Ils ne le passeront pas, c'est pas sur cette chaîne. On s'en fout, on va essayer de leur vendre. Ah oui, d'accord. Non, je plaisante. Mais vous auriez un message pour elle ? Non, j'ai pas de message particulier à lui passer. Non ? Non. Vous allez regarder ? Bonne chance, je lui souhaite plutôt de réussir son émission. Vous allez regarder ? Oui, je pense que je vais regarder, oui, bien sûr. Mais j'ai juste une question un peu psychologique, parce que c'est un peu déroutant. Alors, c'est vrai que dans toutes les histoires de divorce, après, on entend des choses de part et d'autre, parce que c'est un divorce quand même. Mais la manière dont elle minimise à la fois votre influence et même votre relation, qui avait l'air d'être une relation personnelle, qui allait au-delà de la politique, relation d'amitié tout à fait normale. Je veux savoir comment vous recevez ça. Ça m'a surpris. Et je me suis dit que apparaissait là un personnage que je ne connaissais pas. J'ai dit, j'ai connu Marine, je découvre Le Pen, pour que chacun comprenne. Plus brutal, plus... Voilà. Et je ne pensais pas que Marine Le Pen allait tomber là-dedans. Qu'on prenne acte d'un désaccord politique, mon Dieu, c'est pas extraordinaire. Alors bien sûr, je n'oublie pas ces 8 ans de travail. Bien sûr qu'il y a une dimension plus personnelle, mais à la limite, mais il y a pas de qu'est-ce que ça vaut par rapport au combat qu'on est censé mener pour la France et les Français? Mais Florian Philippot, pardonnez-moi, mais il n'y a pas de désaccord politique. Elle est d'accord avec vous, vous le savez très bien. Elle pense comme vous. Vous avez simplement mis en forme, parce qu'elle en est incapable, ses intuitions. Et c'est ça son problème, c'est qu'elle pense comme vous et qu'elle va être obligée de dire le contraire. C'est tout. C'est assez clair, c'est limpide. Sur la toute dernière phrase, c'est pas impossible qu'elle va être obligée, oui, parce qu'elle est bien seule. Mais parce que sinon elle meurt. De toute façon, elle est morte. Mais donc elle va faire semblant de survivre. Non, mais il est évident que je sais qu'elle dit depuis des mois et des semaines, je maintiens ma ligne, rien n'a changé, tout est... Sauf que tout ce qu'elle dit comme discours et tout ce qu'elle accepte comme vote de ses élus, par exemple maintenant ils acceptent le glyphosate, ils sont pour une baisse de l'ISF, ils sont pour un traité simplifié sur l'Union européenne, c'est exactement le même mot que Sarkozy en 2007. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà changé. Mais Marine Le Pen continue de dire rien n'a changé. Ce qui est d'ailleurs incompatible avec sa stratégie de refondation. Donc oui, je pense je crains pour elle qu'elle soit contrainte de dire des choses qui ne sont plus sa pensée profonde. Ou alors elle a changé sa pensée profonde, ça je ne peux pas savoir. Mais vous irez au café car Monsieur Philippot va vous attendre pour continuer cette conversation. Merci Florian Philippot d'être venu. Merci messieurs. Bordel de perlimpinpin, c'est maintenant l'heure du grand débat croquignolesque. Et oui, puisque vous l'avez compris, on va parler avec Olivier Duhamel et Axel Tessandier du style Macron. Mais auparavant, la question qui fâche tout aussi stylée de Gaël Atlan. Macron est-il l'anti-Hollande ? L'un dit ne pas l'avoir vu, ni même écouté. L'autre ne l'a pas nommé. Mon prédécesseur. L'indifférence pour François Hollande, la condescendance pour Emmanuel Macron. Deux présidents, deux styles. Pourquoi avoir fait ce choix d'un média américain avant de vous adresser en interview à un média français ? Parce que peut-être les médias français s'intéressent trop
à la communication et pas assez au contenu. Vous avez répondu à toutes les demandes d'interview, c'est une vraie tournée médiatique aujourd'hui. Moi je laisse les journalistes travailler. De langage et un rapport à la politique que tout oppose. Il y a 5 ans, mon prédécesseur a augmenté massivement l'ISF. Est-ce que ça a rapporté beaucoup d'argent? On disait les chiffres allaient être magnifiques. Non. Le successeur tacle le prédécesseur et rompt avec son ton révérencieux des mois précédents quand François Hollande renonçait à sa réélection. C'est une décision courageuse et une décision digne. J'ai toujours exprimé mon respect à l'égard de la personne et de la fonction. Alors entre François Hollande et Emmanuel Macron, cette fois, est-ce vraiment fini? Une nouvelle majorité qui mène une politique avec le sentiment que tout a commencé avec elle. Un peu de sobriété, de modestie dans l'exercice du pouvoir, peut être une véritable porte ouverte vers la modernisation de nos institutions. Il se comporte comme un homme politique. Il fait de la politique matin, midi et soir. Il ne sait d'ailleurs faire que cela. Il n'y a donc aucune raison qu'Emmanuel rende hommage à sa qualité d'ancien président ou lui fasse l'honneur d'une visite. Le message est clair et semble même urgent. Mon prédécesseur. Apparaître comme l'anti-Hollande sur le fond et la forme. Pas question pour lui de porter le fardeau du hollandisme sur son quinquennat et encore moins de prendre une leçon. Mon successeur a une situation meilleure, mais tant mieux. Ce qui compte maintenant, c'est qu'il en fasse le meilleur usage. Parce qu'il ne faudrait pas demander des sacrifices aux Français qui ne sont pas utiles. Ni même la moindre ironie. Ça allait déjà mieux, mais on ne s'en rendait pas compte. Vous voyez ? Pendant la campagne présidentielle, l'élève avait dépassé le maître. Doit-il désormais le tuer? Canard enchaîné montrait que les grandes fortunes françaises ne payaient pas l'ISF. Donc on est dans la grande hypocrisie française. Deux hommes qui s'opposent et s'invectivent. Je ne fais rien pour contrarier l'action de mon successeur, c'est pour ça que je m'astreins à une certaine réserve. Fin de la partie. Depuis Séoul, François Hollande est sorti de sa réserve en renvoyant les flèches reçues la veille. On doit veiller à ce que ceux qui travaillent puissent avoir le bénéfice de leur effort. Et pas simplement ceux qui savent placer, parfois fort opportunément, leur argent. Et cette question qui fâche. Depuis la rentrée, Emmanuel Macron est largement comparé à un autre prédécesseur, Nicolas Sarkozy. Le jeune président est-il plus que nul autre l'anti-Hollande? Merci Axel Tessandier et Olivier Duhamel. Et ça s'accroche. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Bonsoir Axel Tessandier. Vous êtes blogueuse, vous êtes entrepreneur. Vous êtes femme politique puisque vous êtes déléguée nationale du mouvement En Marche et vous publiez Une marcheuse en campagne chez Albin Michel. Bonsoir Olivier Duhamel, vous êtes juriste et politologue et vous publiez avec Laurent Bigorne et Alice Baudry Macron et en même temps chez Plomb. Alors d'ailleurs, les deux livres se répondent. C'est très intéressant de les lire concomitamment. Enfin bref. Oui, extérieur, intérieur. Voilà, c'est ça, extérieur, intérieur. Alors, pour répondre à la question délicieusement posée par Gaël Atlan, le président Macron est-il l'anti-Hollande? Je commence. Non, enfin, je pense qu'il ne se définit pas en anti, en contre. On aime toujours le comparer, soit à le renvoyer à Sarkozy, soit à le renvoyer à l'anti-Hollande. Je pense qu'on a prouvé qu'on s'inscrivait dans quelque chose de très différent. Et je pense que c'est plutôt les commentaires ou les gens qui observent la vie politique qui ont besoin de se raccrocher à quelque chose. Moi, je ne pense pas comme ça. Pas du tout d'accord. Je pense qu'il est très soucieux et parfois obsédé par l'idée, en tout cas très soucieux de se différencier fortement et de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, il a à plusieurs reprises dit explicitement qu'il avait appris qu'il fallait pas ci, qu'il fallait pas ça. Et regardez, quand il prend soin de dire c'est une erreur de fixer un indicateur comme objectif, je pense à mon prédécesseur, c'est le dernier exemple en date parce qu'il date de dimanche, mais ils sont innombrables. Sur le chômage, vous voulez dire? Oui, mais ils sont innombrables. Non, mais bien sûr que oui. Et d'ailleurs, on comprend bien pourquoi, parce que l'élection de Macron est aussi le fruit d'une forme d'échec et de rejet et de Sarkozy et de Hollande. Donc il est né de ça, donc il est né de ce rejet, donc il cherche à le travailler, à le cultiver. Alors, en plus, si je peux me permettre, il était bien placé pour voir ce qui ne marchait pas avec Hollande, et il s'était bien juré de ne pas refaire les mêmes erreurs. Il a quand même... En fait, sa décision d'entrer comme ça dans la course présidentielle, c'est en voyant comment Hollande allait dans le mur quand même. Et il explique très bien. Donc je pense qu'au contraire, Hollande est sa référence...
Pas obsessionnelle, mais en tout cas constante. Oui, mais je pense que le rejet, il date pas d'il y a 5 ans, pour être honnête. Je pense que le rejet, pour beaucoup de gens comme moi qui s'étaient jamais engagés, qui n'avaient pas une grande envie, il date de 20, 30 ans. Ma génération, elle a connu que le chômage de masse. Le rejet de Hollande ne peut pas dater d'il y a 30 ans. Non, mais je veux dire, il n'y a pas eu que ça. Non, mais je veux dire, on gagne pas. Non, mais je veux dire, on ne gagne pas une élection pareille sans jamais avoir été élu avec un parti tout jeune, seulement en contre. Ça n'existe pas. Il faut proposer autre chose. Non, Hollande a gagné en contre Sarkozy. Non, mais pas seulement, on est d'accord. Sur le pas seulement, on est d'accord. Mais ça compte derrière, il a des élus. Ça compte pas pour vous, c'est bien, c'est bon signe. Vous l'avez dit, je vous écoutais sur la première partie de l'émission, vous dites complètement qu'il a proposé autre chose et que lui, il a vocation maintenant à prouver que ce nouveau clivage, il a du sens. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose, mais c'est capital. En même temps, ce nouveau clivage... non, mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que ce nouveau clivage, vous avez raison, ça fait longtemps que d'autres ont voulu l'imposer. Il y a eu Giscard, il y a eu Le Canuet, et personne n'a réussi. Mais parce qu'à l'époque, et c'est là où on dit la même chose, c'est qu'à l'époque, il y avait deux grands partis, qui étaient le parti gaulliste et le parti communiste, que ces deux partis se sont effondrés, et que c'est sur ces ruines que Macron a prospéré. Écoutez, à l'époque, premièrement, les gens votaient massivement. Et deuxièmement, ils votaient. Et deuxièmement, ils votaient entre 75 et 80% pour soit le grand parti de droite, soit le grand parti de gauche. Il y avait un grand parti gaulliste et il y avait un grand parti communiste. C'est beaucoup. Attendez, mais moi j'ai l'impression que le PS et LR, ils existaient avant qu'on soit là. Enfin, je veux dire, ils se sont toujours donné la balle depuis les 20, 30 dernières années. Justement, ça s'était vu. La grande nouveauté, c'est que les Français n'en pouvaient plus. Non, par contre, nous, on a anticipé. Exactement. Nous, on a anticipé ce changement-là. Et eux n'ont, à mon avis, toujours pas compris ce qui leur était arrivé. Moi, alors, madame, monsieur... Vous m'amusez quand vous dites on, parce que ça me rappelle Giscard en 74 qui regardait à la télévision Le Canuet et Poniatowski qui disaient on a fait ça. Et Giscard dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est moi qui ai fait tout seul. Macron pourrait pas vous répondre la même chose. Alors, quand il y a des livres, ici on les lit. Et ça donne l'interro de Nolo. Enfin, c'est Nolo qui lit. Oui, c'est une petite interro. C'est-à-dire que vous partez de la question qui est Macron. Alors vous essayez d'y répondre en variant les angles et les analyses. Moi, je vous propose ma réponse. Et si Macron était l'incarnation enfin réussie de la deuxième gauche? Et si c'était Rocard avec l'habileté politique de Mitterrand ou un DSK qui se serait pas pris les pieds dans le tapis d'un hôtel new-yorkais? Moi, c'est comme ça que je vois. Je vois que ce qu'il essaie de faire, c'est un fil rouge qui a couru dans la vie politique française et là qui tout d'un coup, parce que le moment est propice, parce que en effet vous le soulignez vous-même, les conditions ont changé, cette deuxième gauche, ces idées arrivent au pouvoir. Alors je peux essayer de mettre ce que vient de dire Nolo et ce qu'a dit juste avant Zemmour d'accord. C'est-à-dire que je pense que la question n'est pas tranchée et qu'il y a trois possibilités. La troisième, c'est la parenthèse de feu d'artifice, le fruit du hasard et d'une chance et d'une certaine audace, et puis tout ça passe, c'était qu'une parenthèse. Les deux scénarios durables possibles sont soit le vôtre, l'homme de la deuxième gauche, soit celui qu'a dit tout à l'heure Éric Zemmour, le premier après Barre, après Giscard, qui a vraiment réussi et durablement réussi. Mais c'est un peu la même chose d'ailleurs. Non, c'est pas la même chose, parce que c'est pas la même chose exactement. Centre-gauche quand même. Barre n'est quand même pas. Pour vous, c'est la même chose parce que vous les amalgamez. Oui. Mais je pense pas que Barre et Rocard ce soit la même chose. Non. Ça finit par un livre commun, Juppé Rocard. Ouais, mais enfin, si toute personne qui écrit des livres communs, c'est la même chose. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous êtes obligé de vous mettre très loin pour voir que c'est la même chose. Mais au fur et à mesure que vous vous rapprochez, vous verrez les différences. Et cette question-là, elle n'est pas jouée. Et d'abord, je suis pas absolument certain que lui sache ce qu'il veut entre ces deux scénarios, parce que je pense qu'il a une part d'opportunisme qui fait qu'il se saisira le moment venu de celui des deux qui pourrait marcher. Et les conditions ne dépendent pas que de lui. Elles dépendent, par exemple, à juste titre, on dit qu'aujourd'hui, il y a plusieurs clivages qui se croisent, et dans les idées des Français, et dans les forces politiques, et que la plupart des partis sont transpercés par ce clivage. Avant, c'était beau, c'était simple, c'était clair, il y avait la gauche, il y avait la droite, plus l'égalité, plus la liberté, plus l'État, plus le marché. Magnifique, tout était fastoche. Et puis, il y avait des partis qui incarnaient clairement. Il y avait quand même des divisions, hein. Oui, mais caricaturez vous aussi. Mais très secondaire. 80% des gens, comme j'ai dit tout à l'heure, votaient pour l'un et pour l'autre, étaient contents de voter pour l'un et pour l'autre. Il y avait des classes populaires qui votaient pour le général de Gaulle, là, vous savez bien. Mais bien sûr que oui. Alors, vous voyez, de temps en temps, juste pour me contredire... mais parce que c'est vous qui faites ça. Non, mais vous allez très loin. Alors, je vais vous dire. Non, c'est pas seulement pour vous dites c'est la même chose, après vous nous dites non, je vais vous dire pourquoi c'est pas seulement pour vous contredire. C'est bon, c'est votre talent. C'est pour le plaisir de contredire, c'est agréable. Mais si c'est très cohérent. D'ailleurs, je vais
On va avoir cette discussion-là parce que page 27, vous m'allumez sur la cohérence. Car il n'y a aucune information. Mais attendez, on y reviendra. Allumé, c'est rien. Quand tu le comptes, c'est pas méchant du tout. Taquiner. Non, attendez, parce qu'il y a quelque chose. Pourquoi je dis que ce que vous avez dit, le premier scénario et le deuxième scénario, c'est la même chose? Parce que justement, je pense que le grand événement d'Emmanuel Macron, c'est ce que j'appelle moi la réconciliation des bourgeoisies. C'est-à-dire la bourgeoisie de droite et la bourgeoisie de gauche. Et d'ailleurs, vous en êtes un exemple typique. Quand on regarde, vous savez, j'ai appris comme vous des marxistes. Attendez, quand j'ai appris des marxistes, il faut toujours voir d'où on parle. D'où on parle. Et vous, votre livre, d'où vous parlez? Moi, du peu de vous, savoir. Vous êtes je dirais, vous allez me reprendre si je me trompe, mais vous êtes un social-démocrate. Je vous ai toujours vu comme ça, on est d'accord. Complètement, ça n'a aucun... Je ne sais même plus ce que je suis, ça vous ne parlez pas dans le vide. Non, moi ça m'intéresse. Je suis un analyste, non, vous ne tombez pas du ciel. Vous êtes de gauche, vous êtes de gauche du Hamel, mais oui, je vous enferme, parce que vous voulez vous échapper, ça marche pas. Je ne veux m'échapper de rien du tout. Ce bouquin, c'est 300 heures de travail. Écoutez, ce que je pense, ça n'empêche pas. Ce que mes convictions, ça marchera pas, vous me laisserez parler. N'intéresse personne, sauf vous. Non, moi ça m'intéresse parce que... Mais même moi, elle ne m'intéresse pas. Eh ben, mais vous avez tort. Ce qui m'intéresse, ce sont mes analyses, vous voyez. Mais non, mais vos analyses... Et vous voulez me rabattre sur... Ah, vous êtes de gauche. Ah, vous avez été député européen de gauche. Mais bien sûr, mais n'ayez pas honte. C'est pas le sujet. Mais n'ayez pas honte d'avoir été gauche, monsieur Duhamel. Alors écoutez-moi, si c'est le sujet fondamental, vous n'avez rien compris. Vous êtes un député de gauche, socialiste, social-démocrate. Et vos deux... Mais je ne suis pas un député de gauche. Laissez-moi finir. Et vos deux camarades de livre sont des gens de l'Institut Montaigne, c'est-à-dire des gens libéraux de droite, de centre-droit. C'est ça l'alliance Macron. C'est la bourgeoisie de droite, Institut Montaigne, et la bourgeoisie de gauche, Olivier Duhamel. Et vous êtes le peuple de quoi, vous êtes le peuple de quoi, vous? Du centre. Vous êtes le peuple de quoi? Ah, mais moi, je suis le peuple de droite. Vous me rabattez sur la bourgeoisie. Je suis le peuple de droite, sans problème. Vous êtes le peuple de droite. Sans problème. Zemmour, à lui tout seul, est le peuple moi tout de seul, droite. vous voyez, c'est alors que moi, je suis la bourgeoisie de gauche. Une petite chose, pas très bien, petite chose, quel pouvoir. Et lui, c'est un grand truc. Lui, c'est la France, c'est le peuple. Vous avez gagné, assumez. J'ai rien gagné du tout, c'est pas mon sujet. Non, mais attendez, d'abord, je voudrais vous faire remarquer qu'il y a une troisième personne présente sur le plateau, donc il faudra faire preuve d'un minimum. De courtoisie, j'ose pas dire de galanterie, je veux pas. Mais je connais moins bien Mademoiselle que M. Duhamel. Donc, vous ne parleriez pas comme ça. Je vais me taire pendant au moins 5 minutes, c'est promis. Non mais d'accord. Non, moi je voudrais demander à Axel Tessandier, parce qu'elle raconte de l'intérieur, et votre livre s'appelle Une marcheuse en campagne. Moi je voudrais savoir si une marcheuse c'est quelqu'un qui marche ou quelqu'un qu'on fait marcher, parce que on a eu le peuple des marcheurs et des marcheuses, et maintenant on a Jupiter. Pas un truc très collectif, hein, Jupiter. Vous avez l'impression qu'on peut me faire marcher, moi. C'est-à-dire que vous avez l'impression... Enfin, oui, je pense qu'on peut faire marcher tout le monde. Non, mais non, mais ce que je veux dire, ça, c'est toujours une vision... Non, mais on n'avait pas laissé finir. Pardon. Il y a le peuple des marcheurs et des marcheuses, bon, très bien, une démarche militante, c'est parfait. Et on arrive avec Jupiter. Non seulement on arrive avec Jupiter, mais en plus, on n'entend plus personne, quoi. On n'entend pas tellement les députés, ils se contentent de voter, on n'entend pas tellement le parti. Il faut dire qu'il y avait quelques affaires qui l'ont un peu empêché de s'exprimer. Mais on a un peu l'impression... Vous savez bien, voilà, ça vient... Olivier Ferrand. Richard Ferrand. Richard Ferrand, ça l'a empêché. Il faut apprendre à connaître les nouvelles têtes. Non, mais Richard Ferrand, ça l'a empêché. C'est pas vraiment une nouvelle tête Ferrand, sans vouloir vous offenser. Non, pas vraiment. Richard Ferrand, il était à l'Assemblée nationale. Voilà, oui, mais c'était une des personnes qui portait la parole d'Emmanuel Macron et qui n'a pas pu s'exprimer. Bon, je sais qu'il y a eu des circonstances, mais on a un peu l'impression que voilà, il y a eu ce mouvement collectif et que maintenant c'est un peu fini. Tout le monde est rentré dans le rang et prié de voter comme il faut et de dire ce qu'il faut. Alors déjà, nous ce qu'on a porté pendant la campagne quand même beaucoup, c'était justement qu'il n'y ait pas seulement des députés, une nouvelle vision en fait de l'Assemblée nationale, qui ne soit pas seulement de voter les lois, mais qui est vraiment une évaluation. Donc c'est pas du tout rentrer dans le rang. On a tout gagné, ils sont 314, ils vont tous voter la même chose et on n'en parle plus. Donc ça, en fait, ça c'est l'Assemblée nationale, c'est les 314 députés, là aussi qu'il va falloir apprendre à connaître parce qu'on a vraiment sacrément renouvelé l'Assemblée nationale. Il y a aussi, je pense... Est-ce que c'est vraiment intéressant? Non, mais oui, enfin... ce qui vous intéresse, c'est absolument pas ce qui m'intéresse. Donc effectivement, vous n'allez pas forcément aller vers eux. Je pense aussi que vous avez raison. Alors il va falloir que je puisse finir une phrase. Mais je vous en prie. Sinon, mais c'est vous qui m'interpellez. Vous n'avez pas à m'interpeller. Non, c'est vous qui avez commencé. Non, non, non. Moi j'ai parlé à Olivier Duhamel. Je l'avais reproché. Vous ne pouvez pas me reprocher l'un et l'autre. Donc oui, du coup, j'ai perdu le fil. Il n'y avait pas que les députés, vous dites. Oui, donc ce que je veux dire, il y a aussi une façon pour tous ces observateurs qui font ça depuis 30 ans, 40 ans, qui écrivent des livres ans, vous voulez dire. en analysant
les choses, de se tourner aussi vers ces nouvelles voies. Moi, je suis très surprise. C'est comme si c'était rien passé il y a 4 mois quand je vois les invités voilà, sur les plateaux, sur les matinales, qui essayent de faire croire que c'était un coup de chance, un alignement des étoiles, que finalement... Macron, il a saisi un moment et puis finalement, il n'en restera rien. Il faut aussi se tourner, il faut essayer de comprendre, il faut aussi écouter. Et en ce qui concerne le parti, il y a une chose sur laquelle je vous rejoins, il faut une incarnation. C'est-à-dire, effectivement, il y a eu une transition. Là, tout le monde banalise et tout le monde dit finalement que c'était écrit. Non, je suis désolée, moi, quand je me suis engagée à En Marche, tout le monde m'a dit « t'es dingue, ça sera monsieur 5% s'il a ses 500 parrainages, ça sera impossible à faire ». Donc nous, on a quand même gagné 2 élections majeures de la Ve République à la suite. Ça, c'est pas discutable, en effet. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que pour un parti qui avait moins d'1 an, mais vous pouvez hocher la tête, c'est la réalité. C'est votre on qui m'amuse, qui est d'une prétention incroyable. Vous n'avez rien gagné. C'est Emmanuel Macron qui a gagné tout seul. Voilà, arrêtez de dire on, c'est grotesque. Non. Vous êtes d'une arrogance sidérante. Pardon, moi je fais partie d'un collectif. Ouais, c'est ça. Mais vous, c'est de l'illusion. C'est de l'illusion. Vous pensez qu'on gagne seul ? Votre collectif, c'est de l'illusion. Il y a Emmanuel Macron qui gouverne avec 3-4 technos et c'est tout. Vous êtes des godillots et des godillottes, c'est tout. Vous pensez qu'il va pouvoir réussir seul ? Vous pensez que ça existe à réussir seul ? En tout cas, il va gouverner seul. Vous avez déjà fait partie d'un projet collectif ? Vous avez déjà gagné quelque chose ? Vous avez déjà essayé de gagner quelque chose ? Vous savez, je gagne jamais, moi. Mais absolument. Mais vous savez, il y a que vous qui gagnez. Mais je ne suis pas surprise quand je vous écoute parce que vous passez toujours à côté de l'époque. Vous ne la comprenez pas, vous ne la supportez pas. La haine et la peur, c'est toujours des mauvaises boussoles pour la comprendre. Mais quand je vous vois, chère mademoiselle, je déteste l'époque. Vous sortez exactement. Et c'est pour ça que vous la perdez, c'est pour ça que vous ne la comprenez pas. Vous sortez le suicide français il y a 2 ans et 2 ans plus tard, on vous explose face à le finaliste. Qu'est-ce que vous m'explosez ? Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que vos idées, elles n'ont pas gagné. C'est les nôtres qui ont gagné. Ça vous exaspère, ça vous rend dingue, ça vous empêche de m'écouter. Oui, enfin, vous n'avez pas l'air très content de. Ça me désespère pour la France, c'est tout. Voilà, donc tout ça pour vous dire. Oui, mais moi j'aime mon pays, c'est pas comme vous. Mais moi je suis désespérée pour la France depuis 30 ans. Moi aussi. Ma génération, elle a connu que les 30 piteuses, elle a connu que la droite, gauche, alors moi, contrairement à vous, je pense pas que le populisme, que les idées de monsieur Philippot soient la solution. J'y crois pas une seconde. Donc ça nous oppose. Mais je veux dire, ça fait 4 mois qu'on est là. On a 5 ans pour le prouver. On se retrouvera dans 5 ans, monsieur. J'avais pas entièrement terminé, contrairement aux apparences. Et moi, ce qui m'a surpris dans votre livre, c'est que c'est la relation d'une expérience, mais du coup, elle est tournée vers le passé, vers le récit d'un engagement, beaucoup moins vers le futur. C'est pas un livre d'idées, c'est pas un livre politique. C'est ça qui me fait dire. Non, c'est un livre citoyen, absolument. Voilà, il y a eu un moment où, en effet, tout le monde jouait collectif, et on est passé à autre chose. Et la preuve, c'est que votre livre ne se projette pas vers le futur et ne se projette pas dans le combat des idées. Vous ne proposez pas des nouvelles idées. On dirait que quelque chose s'est clos et que vraiment maintenant c'est Jupiter et personne d'autre. Non, je voulais raconter effectivement le récit. Là encore une fois, vous faites ça depuis toujours. Vous commentez. Enfin moi je n'ai connu que vous devant mon écran. Donc, vous savez, le coup du vieux con, ça va pas durer autant que les impôts. Vous aussi, vous vieillirez. Hein. Mais non, mais c'est pas du tout ce que je veux vous dire. Si, c'est ce que vous dites. Mais non, mais laissez-moi finir une phrase, bon sang. Je vous laisse finir une phrase. Donc ce que je veux vous dire, c'est que moi, j'avais pas du tout vocation à faire de la politique ou à m'engager, donc je voulais quand même raconter ça, ce qu'on y apprend. Moi, j'ai quand même envie que ce livre, il donne envie de s'engager, où que ce soit. Donc, ça aurait pu s'appeler Une citoyenne en campagne. Je veux pas créer que des marcheurs et développer de marcheuses. Ce que je veux, c'est qu'on se rende compte que nous aussi, il faut qu'on prenne notre place, qu'il faut aussi y aller, qu'on découvre des choses dans l'engagement. Il y a une partie sur l'épilogue, effectivement, sur la suite, mais moi, j'assume tout à fait que je trouve que c'était un moment qui ne méritait pas 3 minutes. Comment ça s'est passé ? Moi, on m'interrogeait beaucoup comment vous êtes passé de 5 personnes dans une pièce en juillet 2016 à emmener Emmanuel Macron à l'Élysée. Et pourtant, on ne comprend pas très bien ce qui se joue dans le bureau d'Édouard Philippe, où vous n'avez pas envie apparemment de franchir le dernier pas de l'engagement, qui serait un engagement ministériel. On a l'impression que vous êtes rattrapé, vous en parlez dans le livre, par le sentiment de l'imposteur. Non, alors j'ai peut-être cru en sortant, je me suis posé la question en fait en sortant, si d'un coup il y avait eu le sentiment de l'imposteur. Non, c'est-à-dire là j'ai vraiment réagi dans le sens où c'était pas... On m'a rangé dans cette case du numérique, mais c'était pas forcément ce qui me passionne. Moi, plutôt comme une généraliste curieuse, j'étais fatiguée après la campagne, j'avais envie d'un autre rythme, j'avais envie d'un autre temps. Et je sais que beaucoup de gens disent que la politique, c'est une drogue dure, qu'une fois qu'on y est, on n'en sort pas, etc. Je suis pas d'accord. Moi, j'avais envie de prendre du recul, j'avais envie d'en sortir un peu. Je trouve ça plus sain, en fait, de garder d'autres vies. Et à ce moment-là, c'était ce que je voulais. Très bien. Ça fait du bien de vous écouter.
Hein, c'est vous. Mais vous croyez qu'on est seul, vous? Vous croyez que sans Ismaël Emelien, Alexis Colère, les gens... Mais c'est parce que vous n'avez jamais fait ces combats-là. Non, mais je pense que... Mais oui, bien sûr. Mais vous savez, Non, j'ai mais c'est rien une fait, question. mais- Non, mais pourquoi vous le Ah, prenez? si, vous le faites. Mais pourquoi? Oui, je sais pas pourquoi. Non, mais Ça parce dit que ça. vous m'amusez. Non, vous n'avez pas l'air amusé. Vous me désespérez et vous Vous n'avez m'amusez pas en même l'air temps. amusé du tout. c'est Alors, possible. revenez vers... 8 minutes, c'était 8 minutes. C'est bien, c'est bien. Non, mais vous faites, dans le macronisme, vous faites une sorte de gâteau 4 quarts, quoi. Vous dites, c'est l'alliance de, je vous cite, tous les talents, toutes les audaces, toutes les chances, et puis vous rajoutez un peu tous les cynismes. Enfin, je dis vous, je l'attribue aux trois. C'est pas sur Macron, c'est sur sa campagne et sa Sur sa victoire. campagne, oui, oui. Hein, c'est pas sur l'ensemble. Non, pas du tout, sur sa campagne. En effet, vous faites bien de le préciser. Mais quelle proportion vous donnez au talent, à l'audace, à la chance, au cynisme? Qu'est-ce qui a joué le plus? Parce qu'il y a quelque chose, même à la fin de votre livre, on a l'impression qu'il y a quelque chose chez Macron, dans ce succès extraordinaire au sens littéral de l'adjectif, qui résiste quand même encore à l'analyse. Je pense que, pour répondre à votre question, je pense que la part la plus importante, quand j'ai à le résumer, on utilise d'ailleurs l'expression, c'est chance méritée. Et je fais la comparaison avec des joueurs de poker. Pour les gens qui jouent pas au poker Texas Hold'em, on peut juste leur faire comprendre qu'on mise ou on se couche à plusieurs stades. On mise ou on se couche d'abord dès le début avec ses cartes. Et donc, il y a des gens qui s'appellent Fillon, qui s'appellent Juppé, qui ont un très beau jeu. Hein, ils ont une paire d'as, et donc ils misent. Et Macron, lui, il n'a pas terrible. Elle a eu une dame et un 10, mais il suit. Puis après, on tourne une première carte, et c'est pareil. On mise ou on suit. Et là, c'est un as qui sort. Le type, Fillon, il a le brelan d'as. Il est sûr de gagner. Et Macron, donc il met 300 balles. C'est énorme. Et qu'est-ce qu'il fait, Macron? Invraisemblable. Il suit les 300 balles. Et puis la carte suivante qui sort, c'est un valet. Et là, il se dit, bon, bah allez, je le sors, ça suffit, le truc, et il met 500 balles. Et Macron, encore il y va. Ah bah tu dis que je démissionnerai pas, je démissionne. Ah bah tu dis que je ferai pas un mouvement politique, je fais un mouvement politique. Enfin, dans l'ordre inverse, si je respecte la chronologie. Ah bah tu dis que je serai pas candidat, je suis candidat, etc. Et à la dernière carte, c'est un roi. Et ça lui fait quoi? Ça lui fait une suite qui bat le brelan d'as. Ça, et quand je joue, moi, comme ça, avec des amis, avec mon frère, par exemple, et que c'est lui qui avait le brelan d'as, il me dit sur la dernière carte, mais quel cul, mais quel cul, mais quel cul, quelle chance tu as, c'est pas possible. Et moi, je lui dis, chance méritée, mon pote, parce que moi, j'ai osé se suivre. Là, et j'ai osé là, et j'ai osé là, et j'ai osé là. Et à chaque fois, toi, tu me disais... C'est l'audace. Oui, parce qu'évidemment, la chance est... Non, mais évidemment que la chance est considérable. Et d'ailleurs, j'adore... Il y a un point sur lequel Zemmour, dans le pire de ses délires, pourra jamais me traiter de marxiste. J'adore le hasard. Mais c'est lui le marxiste. J'adore le fait que... Bah oui, c'est ça. J'adore le fait que par exemple, si les révélations du Canard enchaîné étaient venues en novembre, tout aurait pu changer. Et quoi, c'est pas grand-chose que ça vienne en novembre au lieu de janvier. Donc à quoi ça tient l'histoire? Ça tient à des petits hasards comme ça qui surgissent. On raconte, quand on évoque le charisme, je trouve que c'est un sujet passionnant, le charisme par exemple. Et essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le charisme de Macron. Et la thèse sur le charisme de Macron, elle est tout sauf macronienne. Parce qu'elle dit que la clé, c'est pas la clé du charisme, c'est pas la beauté. Churchill était moche. La clé du charisme, c'est pas l'éloquence en soi. Il y a des Macron n'est pas un bon orateur. Macron n'est pas un bon et pas très les moyens à la télé et tout ça. La clé du charisme, la clé du charisme, c'est bien d'avoir un peu de tous ces éléments, hein, oui, un peu. Quand même. Bon, Kennedy, ça l'a aidé d'être beau gosse et jeune, etc. Il n'y a aucun doute. Mais la clé, c'est Max Weber qui l'a expliqué déjà il y a 120 ans. La clé, c'est quand un homme ou une femme correspond à un moment dans une société. Un moment de détresse. Oui, un moment de détresse, absolument. Et pour le charisme d'Hitler, c'est ça. Il y a cette histoire magnifique que le père d'Hitler s'appelait Schicklburger au début parce qu'il était bâtard, et puis qu'il a changé son nom pour Hitler, et que s'il n'avait pas changé, le destin de l'histoire aurait été différent. Parce que, je termine juste tellement c'est marrant, je trouve. Parce que le biographe Kershaw a exprimé. Vous imaginez des foules en délire, hurlant Heil Schicklburger, Heil Schicklburger. Bon. Et non, mais attendez, voilà, le charisme, c'est la rencontre avec une société en détresse, Hitler et l'Allemagne, Kennedy et les États-Unis qui en avaient marre, etc. Mais même le général de Gaulle en 58, de Gaulle en 40, on est d'accord. Et Macron, il y a de ça. Oui, mais là, c'est là où je vous suis pas complètement. Parce que cette analyse est très intéressante. Ce passage est très intéressant, et vous avez raison, c'est vraiment là le cœur de l'histoire. Sauf qu'il y a une différence entre tous ceux que vous avez cités, pour le meilleur et pour le pire, et Macron. Pourquoi ? Parce que, et c'est justement, là, mademoiselle est tout à fait révélatrice de ce qu'est Macron. C'est-à-dire que les autres que vous avez cités incarnaient cette société en détresse et leur promettaient un avenir meilleur.
Macron, lui, il ne s'adresse pas à cette société en détresse. Il s'adresse seulement, et c'est ceux-là qui ont voté pour lui et qui ont gagné l'élection au soir de la présidentielle du premier tour, c'est ceux qui ne sont pas en détresse. Les 24% qui votent pour Emmanuel Macron, c'est des gens comme vous, mademoiselle. C'est-à-dire les vainqueurs de la mondialisation. Et les vaincus de la mondialisation, qui sont 75%, ne votent pas pour vous. Ils ne votent pas pour Macron. Ils ne vous connaissent pas. Et ils ne veulent pas du monde que vous leur promettez. Et vous leur imposez. Et Macron leur impose. Pourquoi il leur impose? Parce qu'en face, on a une opposition complètement éclatée et on a en plus une opposante médiocre qui ne travaille pas et qui ne fait pas son boulot. Mais la situation, elle est celle-ci. Vous êtes, Macron est le maître d'une société qui gagne, d'une minorité qui est le vainqueur de la mondialisation, et alors qu'il y a toute une majorité qui est le grand perdant de la mondialisation. Une petite réponse, Axel Tessandier, vous êtes... Non, alors, bon, déjà, je ne suis pas forcément d'accord sur les 24% qui ont voté. En plus, on peut revenir, ça je le dis quand même, le soir, nous, on n'avait d'abord aucune chance, on devait être le 3e ou 4e homme. Ensuite, on finit le premier soir premier du premier tour, je tiens quand même à le dire. C'était un très bon résultat, vous avez raison. Oui, donc ce que je veux dire, c'est que ce clivage-là, il l'a plutôt assumé. Le côté, voilà, la mondialisation. Mais là, on ne sera pas d'accord encore une fois, ça ne va pas vous surprendre. La mondialisation, on ne va pas l'arrêter. Ce 21e siècle que vous détestez, on ne va pas l'arrêter. Donc on peut faire croire ça aux gens. On peut faire croire qu'on est plus fort en fermant les frontières. On peut faire croire qu'on est plus fort en se repliant sur soi. On peut faire croire qu'on a une voix qui porte et une souveraineté que tout le monde va respecter quand on n'est plus rien, qu'on sort de tout, qu'on sort de l'euro, qu'on sort de l'Europe. Mais ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Donc lui, il assume de dire... Et là, vous me donnez un discours idéologique, c'est très bien. C'est très bien. Mais moi, je parlais de sociologie des électorats. Mais lui, il assume de dire, vous l'avez dit encore dans la première partie, ce qui vous a manqué dans son interview, c'est la formation, c'est les compétences que... Enfin, non, c'était vous, pardon, monsieur Nolot. Ah oui, pardon. Ne mélangez pas les torches. Vous étiez un peu d'accord quand même. Hein. Non, mais vous l'avez dit, c'est quand même un enjeu essentiel, et je suis d'accord avec vous, on n'en a pas parlé. Je veux dire, il y a l'enjeu face au chômage, c'est la qualification, l'inadéquation. Il y a des centaines de milliers de jobs qui ne sont pas pourvus. C'est quand même un enjeu de société. Personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Et tout à coup, vous avez un président qui dit « Ok, on va le faire ». Mais oui, moi je... mais en tout cas, vous avez raison, depuis 30 ans, je voudrais rajouter un mot en anglais pour énerver Zemmour. Hope. C'est le facteur hope, c'est le facteur espoir. C'est beaucoup plus que les vainqueurs. C'est les gens qui en avaient absolument assez, qu'on dise que notre pays était cuit, que notre pays était en déclin, que notre pays allait perdre, que la souveraineté disparaissait, l'identité disparaissait, la France disparaissait. Et finalement, il y a des gens qui ont eu envie d'entendre un autre discours et d'espérer autre chose. Et ça, il a saisi ça. Mais c'est normal, c'est les gens qui tenaient déjà ce discours avant. C'est déjà les gens qui étaient dans le poste national, qui étaient dans le média. Mais alors, vous ne pouvez pas comprendre l'élection de Macron si vous la réduisez aux 25%. On avait dit une petite phrase avec un point. Évidemment, c'est que 25%. Ne lui répondez pas. Zipette. Merci, madame. Merci beaucoup, madame. Merci, messieurs. C'est maintenant l'heure de retrouver Sandrine Saroche. Allez, Sandrine, entrez à vue. Entrez à vue. Avant Sandrine, bonsoir. C'est un plaisir de vous voir. Un déchaînement sur Twitter pour vous. Tout le monde a dit, mais quelle merveille. Bon, avant Sandrine, c'est la pub. Et après la pub, il y aura aussi les gens du Sud. Alba Ventura et Christian Estrosi. À tout de suite. À suivre notre débat face à la Républicain anti-Wauquiez et puis les carnets d'Alba, évidemment. Je rappelle que vous pouvez réagir avec le hashtag ZenPP, mais c'est maintenant l'heure de la super semaine de Sandrine Saroche. Oui, avec une semaine très showbiz qui a débuté avec une super nouvelle. Julia Sarkozy-Bruni veut être chanteuse comme sa maman. Yes, au moins elle ne fera pas de politique comme son père. Bien qu'en ce moment il semble s'être plutôt reconverti
investi en doudou lapinou, un objet vibrant et tout doux qu'on caresse partout. D'où cette déclaration assez insolite de Carla. Avec Nicolas, nous avons une vie sexuelle fantastique. C'est vrai? Ouais. Elle s'est confiée à un site internet américain. Attendez, c'est vrai qu'elle l'a dit ou c'est vrai qu'ils ont... Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas allée vérifier. Moi, j'ai juste vu la déclaration. Et les cinéphiles savent très bien que le fantastique est toujours à la frontière du merveilleux et de l'étrange, voire de l'horreur. C'est Halloween avant l'heure. Alors, Carla confie aussi que son mari est une espèce d'artiste. Il est de très bons conseils, il écoute en premier tout ce que je chante. Et c'est vrai qu'en termes d'écoute, il s'y connaît, le lapinou. D'ailleurs, le parquet financier veut le renvoyer en correctionnel. Nicolas, alias Paul Bismuth. Et pour ceux qui se demandent encore comment il a choisi un tel pseudo, il faut savoir que c'est avec le bismuth qu'on fait les suppositoires. Alors, on se souvient que son beau-père était pharmacien. Hein. Moi, je dis Nico, Suppo, Bismuth, Carla, mot de gorge. À mon avis, on tient une piste. Précisons donc que, tout comme François Fillon dans son affaire d'emploi fictif, Nicolas Sarkozy a toujours le statut de témoin assisté. Quand on vous le dit que la France est un pays d'assistés. Assistés, comme la direction de l'Aston Martin, que François Fillon a testé avec son épouse Pénélope à ses côtés. Alors, une course de vieilles voitures. Non, pas dans la Sarthe, mais en Belgique. Mais, comme on dit au Mans, surtout, sers-toi bien. Hein, sers-toi dans la caisse et surtout, sers-toi bien. Voilà, évidemment, j'ai raté. Mais le vainqueur de la semaine, c'est lui. Christian Estrosi, qui a créé le mouvement... Il arrive. Eh oui. Je regrette qu'il ne soit pas déjà là. Eh oui. Christian Estrosi, qui a créé le mouvement la France audacieuse. Après les marcheurs, les insoumis, les patriotes, les constructifs, il nous manquait les audacieux. Hein, il est vrai que les glandeurs, les carpettes, les traîtres, les défaitistes et les voleurs, c'était moins vendeur. Et alors, donc, c'est donc l'audace que ce mouvement emprunte à une phrase célèbre de Georges Danton. Danton quoi? Non. Danton HLM, bien sûr. Et là, on parle de ce HLM que les insoumis Raquel Garrido et Alexis Corbière semblent avoir bien du mal à quitter. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire. Vous êtes au courant, forcément. Alors, vous allez être avec moi. On y va, c'est parti. 3, 4. Au 4e, dans HLM, il y a ce que les voisins appellent les insoumis. Et Jean-Luc Mélenchon les nomme mes petites chéries. Même qu'il le lui rend bien, ils ont lu tous ses bouquins. Pour 1200 €, 80 mètres carrés. C'est-à-dire que 2 fois moins que le Pékin moyen. Pour s'occuper des gens, faut d'abord penser à soi. C'est pas qu'on aime l'argent, mais faut pas déconner. Un soumis à gauche, c'est un soumis de côté. Allez debout, putain ce qu'on l'aime, notre HLM. Faut dénoncer le système, mais touche pas mon HLM. Ouais. Voilà, merci pour cette standing ovation tout à fait spontanée. Merci, oui. Standing ovation tout à fait spontanée, un peu comme celle qu'a reçue Marlène Schiappa à l'Assemblée après avoir sèchement rabroué un député. Là, normalement, Eric, vous me dites Marlène Schiappa qui c'est bien fâché que c'est la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Oui, ça existe. Et qui répondait à une question féministe de la députée Bérangère Couillard. Non, tout à fait approprié pour une féministe. Omen est omen, comme disaient les Grecs. Non, c'est peut-être plutôt du latin. Et ça veut dire le nom et présage. Et c'est pourquoi Christophe Barbier s'est senti comme une mission divine de conseiller à Édouard Philippe de se raser. Hein? Alors Christophe Barbier qui conseille à Édouard Philippe de se raser, c'est un petit peu comme si Laurence Ferrari conseillait à Anne Hidalgo de rouler plus vite, ou comme si Jean-Michel Apathy conseillait à Emmanuel Macron d'être moins dynamique. Ce à quoi Emmanuel répondrait sûrement ce qu'il a répondu à Der Spiegel: Ich bin nicht arrogant. Par contre, je ne comprends pas pourquoi j'ai une tête de hibou sur la photo. On la voit plus. Alors ma gardienne Olinda, elle kiffe trop Emmanuel Macron. Elle m'a dit: Madame, je l'ai vu à la télé, Madame Sandrine, vous avez vu comme il était beau, en plus il a dit: je vous fiche mon billet. Et là je me suis dit: celui-là, il va encore me donner des étrennes.
En revanche, le conte de fées semble s'être vraiment arrêté pour Harvey Weinstein. Après qu'il a obtenu tant de baisers de la part de jeunes et belles princesses, le crapaud est redevenu porc. Alors l'Élysée envisage de lui retirer sa Légion d'honneur et un porc à qui on retire sa rosette, eh bien, devient aussitôt un ami infréquentable, un salami donc. Alors beaucoup de réactions en France, dont celle de Dominique Besnéard. Bon, c'est vrai qu'il y avait des rumeurs, mais je vous assure qu'en France, c'est pas comme ça, hein. Non, pas du tout. Alors c'est vrai, dans les années 70, j'ai connu un directeur de production qui m'avait dit au moment de discuter du salaire d'une actrice, j'espère qu'à ce prix-là, on la baise, mais c'est tout, hein, je vous assure, il n'y a rien de plus. La question reste donc entière, faut-il coucher pour faire du cinéma? La réponse est hélas trop souvent oui. C'est pourquoi Anaïs, Alba et moi avons choisi de faire de la télé. Voilà. On est moins bien payés, mais au moins on est tranquille. Merci Sandrine. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ah oui, alors vous êtes au feu de la rampe pour la loi du talent. Oui, tout à fait. Je suis au feu de la rampe. Alors quand ça? Le mardi soir et le mercredi soir à 21h30. Bon, eh ben on viendra vous voir. Merci beaucoup Sandrine. Merci Estelle Tessandier. Je rappelle le titre de votre livre Marcheuse en campagne. Merci Olivier Duhamel. Je rappelle le titre du vôtre aussi, Macron et en même temps. Mais vous restez avec nous, oui, chef. Professeur, car c'est l'heure de la polémique. La bataille pour la présidence des Républicains est lancée et l'élection annoncée de Laurent Wauquiez ne fait pas plaisir à tout le monde. Avant de recevoir Christian Estrosi, regardez, Laurent Wauquiez, c'était chez nous la semaine dernière, il nous disait par exemple ce qu'il pensait d'Édouard Philippe. Je pense que c'est avis de tempête pour les girouettes. Je déteste ce qu'ils incarnent. Moi, ce que j'aime en politique, c'est quand on assume ses idées. J'aime pas les gens qui se vendent. Vous détestez ce qu'ils incarnent, vous avez dit ça. Oui, je considère que c'est les tristes cires de la politique. Est-ce qu'il y a des gens qui préféreraient freiner tout ça? Évidemment. Est-ce qu'il y a des tireurs embusqués? Ça m'a pas échappé. Est-ce que ça m'arrête? Non. Parce que ce que je veux, c'est redonner une voix à la droite. Et je vous fiche mon billet que j'y arriverai et que je vais réussir à remettre l'ensemble de la famille politique de la droite derrière. Parce qu'il y a aussi une règle que malheureusement je connais bien. On se revoit dans combien de temps alors? Pour vérifier. Vous me laissez un an. Ok. Et vous verrez que Valérie Pécresse n'aura pas quitté notre famille politique. Merci Christian Estrosi. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Estrosi. Bonsoir. Bonsoir. Je suis navrée, c'est comme disait François Furet, le charme universel d'octobre. C'est pas la révolution, c'est la grippe. Je suis navrée, j'arrête pas de tousser. Bref. Alors, vous avez été ministre, vous avez été député et vous êtes maire de Nice, disons depuis 2008. Hein. Quand Laurent Wauquiez parle des tireurs embusqués dans les images que nous venons de voir, est-ce qu'il parle de vous? J'ai pour principe de ne jamais commenter les commentaires. Mais là, c'est pas un commentaire, c'est une phrase. De ne pas commenter la phrase. Ah, d'accord. Alors, là, oui. Là où il est quand même assez gonflé, Laurent Wauquiez, c'est d'attaquer sur le thème girouette, alors que Wauquiez est rentré en politique par un type qui s'appelait Jacques Barrot, qui était pro-européen, qui était... Non mais je m'inquiète en rien. Je dis, question girouette, lui, il est passé d'une ligne modérée, démocrate chrétien, centriste, pro-européenne, à une ligne droite et souverainiste. Donc, quand un champion de la girouette donne une leçon à un éventuel apprenti girouette, Édouard Philippe a moins bougé sur ses idées ça, c'est vrai. que Wauquiez. Édouard Philippe est rocardien et il a fini macroniste, tout ça est logique. Voilà. Alors que Wauquiez, ce question girouette, c'est une girouette. Regardez Estrosi. D'ailleurs, Wauquiez arrive même à mettre d'accord Zemmour et moi. Regardez Estrosi, avant il était à droite, maintenant il est à gauche. Ça arrive ça dans la politique. Alors, Nolo. Alors, vous commentez pas non plus les... commentez rien, quoi. L'émission est déjà ici. Non, mais là, justement, monsieur Estrosi, là, il s'agissait... Vous acquis 10 mots consents, Estrosi. La force de votre émission est que je sois le plus silencieux possible. Ah, bon, d'accord. Non, mais là... Qui 10 mots consents. Non, mais pour être précis, là, il ne s'agissait pas d'un commentaire. En fait, Laurent Wauquiez nous a annoncé deux choses. Il nous a dit d'abord qu'il n'était pas très angoissé pour le résultat de l'élection, voilà, à la présidence de son parti. Et ensuite, il a dit... En effet, il y a des voix dissidentes qui s'expriment, mais je vous fiche mon billet, comme dirait l'autre, que personne ne sortira du parti et que je régnerai sur un parti unifié. Donc, les chiens aboient, la caravane passe, et surtout, les chiens resteront dans le parti. Voilà. Notamment Valérie Pécresse, il a cité. Alors, si vous m'avez convié aujourd'hui pour commenter les élections des Républicains, dont je ne cesse de dire depuis des semaines que je ne m'en mêlerai pas, j'étais pas le bon invité.
Ah non, tout moi, je vous simplement. demande pas de comment. Parler de la réorganisation de la droite dans notre pays, c'est ça aussi. de laquelle je me revendique, car je crois que Mais vous êtes- auriez bien du mal à imaginer que j'ai pu changer de position moi, sur l'échiquier politique. moi, je vous suis entends. un héritier, comme d'autres, du RPR, de l'UMP, des Républicains lorsqu'ils ont été réformés par Nicolas Sarkozy. En même temps, il s'est passé des choses insoutenables pour ceux qui se considèrent comme étant de droite, du centre, des héritiers du gaullisme, d'une vision européenne de cette droite-là, avec aucune leçon qui n'a été tirée de notre échec aux élections présidentielles Là, vous pour la répondez- première vous répondez à fois. Éric Zemmour, mais vous ne répondez pas à Éric Nolot. C'est une question, on ne vous demande pas de commenter les élections. Quand Wauquiez dit « si je suis élu, tout le monde restera », sous-entendu même Estrosi, on peut vous dire « si Wauquiez est élu, est-ce que vous resterez chez les Républicains ?» Voilà. C'est une question. Ça n'est pas une affaire d'hommes, de femmes, de ligne. leaders. Si la ligne Wauquiez l'emporte, est-ce que vous resterez? D'abord, je crois que nos électeurs sont désespérés par tout cela. Désespérés de voir qu'un an après les primaires qui les ont déjà désespérés, nous rentrions encore dans une élection où sans doute il y a une part d'ego dans chacun de ceux qui veulent aujourd'hui s'emparer de la tête d'un petit parti politique qui, il faut le dire, est ressorti très affaibli de l'élection présidentielle en n'étant pas représenté au second tour de l'élection présidentielle et avec les élections législatives dont on connaît les résultats. Est-ce que vous approchez De ne la pas réponse à avoir la toujours, question pour certains d'entre eux, eu des positions très claires entre les deux tours des élections présidentielles non plus. Donc, il y avait à tirer les leçons. Il y avait à tirer les leçons de tout cela. Derrière l'élection du président, il y aura un congrès. Oui. Ce sont ceux qui resteront encore électeurs, militants de cette formation politique, ceux- dont Donc jusqu'à pas vous. présent je Donc suis pas vous. membre. Donc pas vous. Je participerai à ce congrès, qui devront dégager une ligne politique. D'accord. Bon, Attendez, je comprends rien. Excusez-moi, je comprends rien. La ligne politique, elle se décide à l'élection du président du parti. Moi, j'ai toujours vu ça au RPR. On Pas parlait du forcément, RPR. Pas forcément. Ah bon. Mais Wauquiez Donc peut être élu. on vote pour Wauquiez et on fait une autre ligne que Et celle la de ligne Wauquiez. Estrosi l'emporte. Arrêtez, vous croyez pas ça une seule Mais seconde. oui. Oh là Mais là, il là. a raison. Vous nous prenez pour des nuches, là. Et pourtant, on a fait des efforts. Je crois que vous n'avez pas pris en compte quelque chose qui est fondamental. Il s'est passé dans notre pays des réformes qui ont limité à un mandat l'exercice de responsabilité publique. Ah, le non-cumul. Depuis, il y a 2 dimanches de cela, les élections sénatoriales, il n'y a plus à l'Assemblée nationale, il n'y a plus au Sénat le moindre exécutif local. On continue à commenter la vie politique de notre pays à partir de ce qui peut se dire dans un groupe parlementaire entre 11h et midi le mardi à l'Assemblée nationale. On est C'est pas ce d'accord qu'on fait là-dessus. ici, la preuve, c'est ce qu'on lui a dit. Vous avez ce talent pour ne jamais répondre. Il part sur des vrais sujets. Vous avez devant vous un homme qui a choisi d'être maire de sa ville et de s'y consacrer. Et de veiller avec d'autres tels que moi qui ont choisi de s'y consacrer aussi, à faire un collectif, le maire de Toulouse, d'Orléans, d'Ajaccio, de Reims, du Havre, d'Angers et d'autres encore, qui représentent pas loin de 40% de la démographie de notre pays, qui sommes de droite. D'habitants par ville, etc. Allez-y, allez au fait. Ils vous ont posé tous les trois la même question. Si le Congrès confirme la ligne Wauquiez, est-ce que vous restez au parti? On va essayer. Aujourd'hui, est-ce que nous avons aujourd'hui... Ah, c'est pas vrai, il est incroyable. Bon, moi, ce que j'aime dans cette émission, je ne répondrai pas à votre invitation si tel n'était pas le cas, c'est que la parole est libre et qu'on peut dire ce qu'on veut et sans langue de bois. Donc, les choses sont claires. Ah non. Si la digue... Elles vont le dire. Elles vont s'éclaircir peut-être, mais jusqu'à présent, elles vont pas le faire. Suspense, il va Je pas vous le dis en être toute amitié. Je vous le dis en toute amitié. Si la digue cède, et elle commence à être très fragilisée, à savoir qu'il y a la moindre perméabilité entre ceux qui incarnent la droite historique de notre pays, le centre, ce qui a toujours été le gage de succès et de réforme aussi, et les extrêmes, le Front National, des gens qui ont été associés à la précédente campagne présidentielle, comme Sens Commun par exemple, il est clair que je devrais en tirer les conséquences, puisque je m'oppose. Oui, mais enfin, Puisque si je la m'oppose digue totalement à ça. Non, parce que il faut arrêter avec sens commun,
transformé en SS de 42. Non, mais j'exagère exprès, mais parce que ça devient n'importe quoi. Mais vous êtes en train de dire, non, mais attends, je sais que j'exagère. Je fais exprès d'exagérer pour montrer le délire vis-à-vis de Sens commun. Je fais exprès. C'est une méthode pédagogique. Mais en revanche... La méthode pédagogique, c'est dire qu'il les traite de SS alors qu'il les traite pas de SS pour pouvoir dire qu'ils sont cons de les traiter de SS. Pour montrer qu'on dit n'importe quoi sur Sens commun. La méthode pédagogique, c'est le point Godwin, c'est ça? Non, pas du tout. Je sais très bien que j'utilise jamais ce truc-là. Sauf à l'instant. Mais je fais exprès, parce que c'est les autres qui utilisent ça pour Sens commun. Il est en train de dire, avant on disait, c'est la frontière avec le Front National, déjà, je trouvais ça stupide. Mais alors maintenant, c'est la frontière avec Sens commun. C'est pour ça que je disais ça. C'est là qu'il y a une frontière entre vous et moi, Mais d'ailleurs. absolument, mais ça j'assume, c'est pas grave. Donc vous êtes en train de dire que si Sens commun reste au sein des Républicains et qu'ils prennent des responsabilités autour de Wauquiez, vous estimerez que les Républicains ont trahi l'idéal de la droite et du centre et compagnie, et donc vous quitterez les Républicains. Est-ce que j'ai bien compris? Éric Zemmour, il faut être cohérent. Je reste ce que j'ai toujours été. Les Républicains m'ont choisi. Vous restez pas tout ce que vous avez toujours été. Moi, je vous ai connu il y a 10 ans. Vous teniez pas le même discours. C'est pour ça que je vous ai charrié en vous disant si vous passiez à gauche. Depuis votre élection au régional, vous êtes passé à gauche parce que votre électorat, vous avez été élu par la gauche. Zemmour à la gauche facile. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et la gauche large. C'est vrai. Mais j'ai la gauche généreuse. Même sachant que vous laissez difficilement la parole à vos invités, je viens malgré tout. C'est pas vrai. Je vous laisse la parole. J'ai rien dit. Je ne peux pas avoir accepté de porter les couleurs des Républicains pour faire barrage à Madame Marion Maréchal Le Pen dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avoir emporté dans des conditions extrêmement difficiles, avec des électeurs. De gauche. Pour moi, il y a des électeurs. Nous sommes dans une grande et belle démocratie où on respecte tout le monde, monsieur Zemmour. D'accord. Et d'avoir empêché... Vous êtes pieds et poings liés maintenant de la gauche. Je ne suis pas pieds et mains liés. Si pour vous, être pieds et mains liés, c'est d'avoir tout fait dans mon comportement politique depuis longtemps pour que le Front National n'accède pas au pouvoir, parce qu'une élection d'une présidente du Front National au nord ou au sud aux élections régionales en décembre 2015, je ne suis pas certain que la vie politique telle qu'elle s'est déroulée en 2016 se serait déroulée de la même manière que celle que nous avons connue en 2016. Mais avant, vous teniez le même discours que le Front National pour avoir les électeurs de droite, et maintenant, vous tenez le même discours que les électeurs de gauche. Je constate. Je tire une leçon. Je n'ai pas besoin de tenir de discours. Je parle de la vraie France. La vraie. Celle que j'administre au quotidien. Parce qu'il y a les commentateurs parisiens et les acteurs sur les territoires de France. Ne nous faites pas le coup de la province et de Paris. Et moi, j'agis. Et moi, j'agis. Et moi, je prends des décisions. Et moi, je calcule des périodes d'amortissement quand je lance des investissements de 600, 700 millions, 1 milliard d'euros pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse. Je sais de quoi je parle. Moi, je ne suis pas mal parce qu'il lui fait le coup de Zemmour. Moi, je suis sur le terrain, moi, je suis le peuple, vous êtes des bourgeois. Il fait le coup de la province contre Paris. Non, mais je le connais. Génial. Il dit qu'il est en train d'appliquer une nouveau technique. En tout cas, pas du tout. C'est du Zemmour, c'est du Zemmour pur sucre. Vous savez... Il y a une réalité, c'est que vous ne m'amènerez pas, après avoir mené un combat qui m'a permis d'éviter le pire pour ma région, peut-être pour notre pays, de me ranger du côté de ceux qui aujourd'hui appellent cette même représentante du Front National, Marion Maréchal Le Pen, qui est sans doute la pire des Le Pen, à participer à la reconstruction de la droite. Je ne peux pas m'associer à cela, tout simplement. Vous m'avez posé la question, est-ce que j'y ai Très bien, là, vous avez répondu. Je ne peux pas m'y associer. Alors, si les lignes rouges sont franchies, vous partirez et vous ferez quoi alors? Le problème n'est pas ce que je ferai. Le problème est ce que je fais aujourd'hui, ce que je construis aujourd'hui, ce que je construis pour notre pays, c'est-à-dire avec un collectif de maires qui se reconnaissent aujourd'hui comme des acteurs de droite, du centre, des gens qui investissent, des gens qui ont de l'audace, des gens qui font la différence entre l'investissement productif et la charge de fonctionnement qui est contre-productive, c'est-à-dire tout simplement une vision de l'économie réelle et de la vie de nos concitoyens pour leur apporter une cohésion économique et sociale qui fait bien défaut dans un pays devenu très individualiste et très égoïste. En fait, vous éliminez les partis, vous dites que ça n'a plus vraiment d'importance, ça se joue sur le terrain, entre responsables, entre gens aux affaires, quoi, municipales. Mais les Français sont désespérés de voir ces petits débats chez des Républicains, chez des socialistes, chez En Marche sans doute aussi, de partout. Il y a un moment où la politique doit prendre de la hauteur, doit prendre de la noblesse. Vous croyez que si j'administrais ma ville, vous savez, vous pouvez diriger un pays avec 6% de cote de popularité. Ça a été le cas de M. François Hollande.
Vous ne pouvez pas administrer une grande commune dans notre pays avec moins de 65 à 70% de bonnes opinions dans votre population. Est-ce que vous croyez que sur les 65 à 70% de gens qui me font confiance dans ma ville et qui ont une bonne opinion de moi, 5e ville de France, 400 000 habitants... Vous avez raison, quand vous passez à la télé, il faut dire Nice 10 fois. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur la chose nouvelle, qui est la France audacieuse, sur laquelle j'ai 2 questions. La première, c'est très franchement et très honnêtement, et c'est pas pour vous faire plaisir, parce que je déteste faire plaisir aux politiques, mais vous avez quand même réussi à réunir une brochette de maires de grandes villes très impressionnante quand même, franchement. La liste donnée tout à l'heure n'était pas complète. Vous avez dit le maire de Toulouse aussi, je sais plus. Oui, bon, enfin, il y en a vraiment énormément. Alors ma première question, c'est est-ce que ça a été facile et qu'est-ce qui les a unis, à part le fait d'être maire de grandes villes? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont eu envie de se retrouver dans le même mouvement? Et la deuxième question, par rapport à ce qu'a dit Éric Nolot, on est en train de bien voir que la forme parti politique est très probablement morte. Les partis classiques, avec adhésion, milité, congrès, section, élection, etc., ça fonctionnera plus. Mais en même temps, la démocratie a besoin d'organisation politique. Donc il va falloir inventer une nouvelle forme de parti qu'on n'appellera pas parti, peu importe. Une nouvelle manière de faire de la politique avec des gens. Très bon, hein. Et là, est-ce que votre... C'est ironique ou pas? Je suis étranger à l'ironie. Bon, si c'est pas du Zemmour, ça va. Est-ce que la France audacieuse est la préfiguration de quelque chose comme ça? 2 questions. Qu'est-ce qui vous unit et est-ce que vous êtes la préfiguration? Olivier Duhamel, d'abord, je partage le constat que vous avez tiré et vous dire que ça a été assez facile pour répondre à votre première question, parce que nous avons tous fait ce constat. Ne pas avoir tiré les leçons du printemps dernier et ne pas comprendre que près de 70% des Français qui se sont prononcés ont rejeté les formations politiques traditionnelles. Et qu'on ne soit pas capable d'apporter une vision moderne de l'avenir. Les formations politiques, il en faudra pour l'exercice de la démocratie, comme vous le disiez. Il en faudra, mais qu'elles ne s'organisent pas en s'adaptant à une vision moderne de l'avenir de notre société, qu'elles restent sur le modèle passé. On tire quelles conséquences? Et c'est pour ça que c'est facile. C'est qu'on ne veut plus avoir un secrétaire de section qui, au nom d'un parti politique, où ils sont élus par 45 ou 48 militants, viennent expliquer au maire d'une ville de 200, 300, 400 000 habitants ce qu'il doit faire. On n'a plus le moindre patron. Quand j'étais dans un groupe parlementaire, j'étais un peu tenu, parce que le mardi, on me disait à 15h, il y a une explication de vote et un vote, et il faut faire comme ça. Et j'étais catalogué. Et même si j'étais en désaccord, on n'avait pas totalement notre part de liberté. Éric Zemmour, vous le savez bien. Aujourd'hui, nous sommes tous devenus, le législateur on a voulu ainsi, nos propres patrons. On n'a plus un seul patron pour nous dicter notre volonté. C'est très intéressant ce que vous dites. Et comme on est des hommes libres pour administrer nos collectivités, que personne ne peut rien nous dire, et qu'on essaie de le faire avec le bon sens que nous partageons avec nos administrés, que nous invitons d'ailleurs à nous rejoindre dans ce mouvement, parce que ça n'est pas un mouvement de maire, c'est un mouvement de citoyens actifs dans nos communes, dont nous voulons porter la voix. Vous interrompez, sinon on va s'emmerder. Mais non, au contraire, je veux continuer sur cette discussion-là, plaisanterie mise à part, parce que c'est très intéressant ce que vous dites, et moi j'y vois l'effet pervers de cette loi du non-cumul, parce que vous nous dites vous-même, avant, on était canalisé par une structure nationale qui était le groupe parlementaire. De la même façon, vous étiez aussi canalisé, parce qu'on peut critiquer les partis, ils avaient des tas de défauts, et Duhamel a sans doute raison de dire que la forme partisane est morte aujourd'hui, mais ils avaient un avantage, c'est qu'ils étaient nationaux. C'est-à-dire qu'il y avait une structure nationale, centralisée, qui unifiait le pays. Même s'il y avait des éléments... Mais globalement, c'était quand même ça. Moi, je me souviens... Oui, bien sûr, mais justement, là, on arrive à la fin du mouvement de féodalisation. Et votre mouvement, les audacieux, c'est vraiment pour moi, et j'y vois dans le souci d'indépendance des grands-mères comme Anne Hidalgo et compagnie. Je le vois dans votre mouvement, les audacieux. Je vois aussi ce qui se passe en Espagne, qui est l'aboutissement de tout ça avec la Catalogne, avec les Corses qui revendiquent leur indépendance. C'est des mouvements de féodalisation. En l'occurrence, non. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est des mouvements... non. Non, mais ils disent pas maintenant pour plus tard. Oh, ça va, mais je ne vais pas sur les mots. C'est des mouvements de féodaux.
vous êtes une incarnation de féodal. Mais si, vous ne pourrez pas à l'avenir vous revendiquer du général de Gaulle et ressusciter les grands féodaux que vous êtes. C'est de Gaulle qui a voulu la régionalisation. Hein. Oui, mais de Gaulle à la fin, moi, je suis plus. Ah bon, d'accord. Mais c'est quand De Gaulle et Zemmour, vous prenez quand il n'est pas Zemmour. Ah oui. Éric Zemmour, d'abord, il est... J'ai le droit. Hein. En fait, vous n'êtes que Zemmourien. Bah, c'est déjà pas mal. Ouais, Éric Zemmour. C'est beaucoup. Je suis pas toujours d'accord avec moi-même. C'est lourd pour un homme. Il n'est pas question pour nous de fragmenter, de fragiliser l'unité nationale, bien au contraire. Mais reconnaissez, ressemble un peu, moi, je trouve. reconnaissez que l'addition de visions partagées sur la manière d'administrer, j'ai organisé chez moi il y a quelques semaines, et d'ailleurs il y a aujourd'hui une décision qui est sortie du Parlement, de la Commission de Bruxelles, de Julian King, le commissaire européen à la sécurité, un appel à projet de 120 millions d'euros tournés vers les communes européennes qui ont besoin de sécuriser leur espace public. 61 communes. 61 communes. Parlons du terrorisme, par exemple. C'est un vrai sujet. Parce que on parle des maires, mais enfin, qui est en première ligne? Qui gère le domaine public sur lequel des barbares viennent tuer des hommes, des femmes, des enfants? Deux jeunes filles sur le parvis de la gare Saint-Charles de 17 et 19 ans qui pourraient être nos enfants à chacune et à chacun d'entre nous. La promenade des Anglais, mais un peu plus loin sur les Ramblas à Barcelone, sur le marché de Noël à Berlin, alors, sur un pont de Londres. C'est vous qui êtes en charge de ça. Comment peut-on, dans un pays qu'on veut servir, la France, ne pas apporter, ne pas être consulté, ne pas être partie prenante à l'organisation... Être consulté et dire j'ai pas de patron, c'est pas la même chose. Pour gagner la guerre contre le terrorisme, par exemple. C'est pas le maire de Nice qui va gagner la guerre contre le terrorisme, arrêtez. Est-ce que je peux vous dire une chose? Lorsque je fais 30, 40, 50 signalements au procureur de la République sur des personnes qui me paraissent suspectes depuis le 1er janvier dernier, et que je n'ai pas le retour et la suite, parce que mes services de l'état civil, parce que mes services d'entretien de l'espace public, de la voirie ont relevé des comportements particuliers, vous ne considérez pas que nous pouvons être des auxiliaires de l'État, des auxiliaires de l'État, modestement, des auxiliaires de l'État qui peuvent apporter leur contribution dans une autre organisation que celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais ce qui est frappant... Voilà pourquoi je crois que l'esprit dans lequel nous le faisons, c'est à la fois une contribution à la croissance de notre pays. On représente quand même 70% de la commande publique dans notre pays. Est-ce que demain, c'est en nous tapant dessus qu'un État, qu'un gouvernement réussira à retrouver les fruits de la croissance, ou c'est au contraire en accompagnant ceux qui investissent et qui créent de la richesse et de l'emploi, qui numérisent le territoire? Pas la parole à ses invités. Il n'empêche que ce qui est original, mais qui est une source quand même d'indécision et de questionnement, c'est que vous repartez du local. Vous partez pas de la région, vous partez pas de l'État, vous partez encore moins de l'Europe, vous repartez du local. C'est là où la référence à la Catalogne n'est pas non plus hors de propos. Les gens je ne sais pas exactement la même chose. Non mais je sais. Mais il y a quand même quelque chose sur le local. On veut repartir de métropole que de réclamer l'indépendance d'une région contre la Constitution et sur un référendum. Je suis d'accord avec vous. Sur cette ligne, je suis d'accord avec vous. Non mais la théorie du début. Le réenracinement à partir du local, je trouve ça très original. C'est pas la voie qu'on semblait prendre jusqu'à présent. C'était plutôt des grands ensembles. Les régions encore plus grandes. Quand le 14 juillet 2016, jour de notre fête nationale, on choisit de frapper la France dans une ville de province, sur la promenade des Anglais, permettez-moi de vous dire qu'on a choisi le local pour toucher le cœur de la France. C'est vrai. D'accord? Et que nous nous sentons tous totalement français, c'est-à-dire que chez nous, tout ce qui peut paraître identitaire, nous le rejetons. Vous n'avez pas répondu à la deuxième question. Et nous le disons dans la charte de nos valeurs. Est-ce que la France audacieuse est le début d'un mouvement politique de type nouveau? Ça pourrait l'être. Ça n'est pas notre ambition de départ, mais ce qu'il y a d'original, c'est la dimension collective. C'est-à-dire que vous commentiez il y a quelques instants de cela des candidatures à la présidence d'un mouvement. Nous ne nous sommes pas là du tout. Effectivement, si Estrosi fait son truc, on va dire, regardez, il fait comme d'autres, il fait son petit machin pour soigner son ego. Si Jean-Luc Moudinque, le maire de Toulouse, fait pareil, si Laurent Marcangeli, le maire d'Ajaccio, fait pareil, c'est comme cela que ce sera commenté. Mais si nous sommes ce collectif où nous nous additionnons, où il n'y en a pas un qui a envie d'avoir la suprématie sur l'autre, simplement pour servir une grande cause nationale. Et vous avez entre vous la même position par rapport au nouveau pouvoir, par rapport à Macron, c'est-à-dire que vous êtes
toutes ces maires que vous avez réunies sont dans une liste. Justement, on a le tweet. C'est une bonne question. Christian Estrosi, on a le tweet que vous avez Oui. tweeté dimanche soir. Courage à ceux qui continuent d'indiquer que les réformes d'Emmanuel Macron ne sont pas de droite. ISF, apprentissage, participation, travail. Ah oui, parce que tout simplement, j'aurais tellement rêvé lorsque nous étions au pouvoir et dans les gouvernements auxquels j'ai participé que nous ayons le courage de faire ces réformes qui sont faites aujourd'hui. Je trouve tellement stérile de continuer à être enfermé, et c'est l'évolution et la modernisation de la vie politique qui le veut, dans ces postures du passé. Et pourquoi vous n'allez pas carrément... Quand on est à gauche, il faut critiquer à droite, et quand on est à droite, il faut critiquer à gauche. Bon, quand quelque chose est bon pour la France, autant dire que c'est bon pour la France. D'accord avec vous, vous avez dit bonne question, mais vous n'avez pas donné la réponse, parce que la réponse est un peu... Moi, j'aime bien le compliment, mais la réponse m'intéresse. Nous sommes d'accord. Par exemple, nous sommes très méfiants et très vigilants à l'égard de la manière dont on va accompagner les collectivités ou au contraire sanctionner les collectivités. Oui. Nous proposons... sur le rapport global à Macron, est-ce que c'est une droite macronienne, pour parler clair? Mais vous personnalisez toujours. Je fais toujours être macronien. C'est le général de Gaulle qui a été une 5e République avec un président incarné par une personne. Alors le jour où vous me direz qu'un pouvoir n'est pas personnel quand il est incarné par une personne, si vous me dites ça, ou bien je vous mets en hôpital psychiatrique, ou bien j'y vais moi, parce que c'est une évidence. Alors si la réponse que vous voulez, c'est que nous ne sommes pas une droite macronienne, nous sommes une droite gaulliste. D'accord. Et cette droite gaulliste est unifiée dans son rapport de soutien occasionnel, critique, quand c'est nécessaire à Macron. Vous êtes unifié là-dessus? Vous savez, Monsieur Duhamel, je ne veux pas l'échec de la France. Ouais, donc vous êtes avec Macron. Je veux la réussite de la France. Ah oui, donc vous êtes non, mais avec je ne veux Macron. pas la réussite. Mais c'est pas je grave, veux la mais réussite de la France. Et si monsieur... Bon, c'est pas vrai, parce que vous voulez pas l'échec de la France, Non, et on non, dit pas mais que vous êtes avec Macron. En l'occurrence, donc la c'est de la politique... rhétorique, ça. Non, mais si vous êtes d'accord avec la politique de mais Macron... si je vous pose la question à vous, il veut la réussite de la vous voulez France. l'échec ou la réussite de la France? Même vous, donc je vous dis pas, vous êtes Macron. Non, mais parce que là il approuve... Bonne réponse. Non, mais sauf qu'il approuve... Écoutez, sauf qu'il approuve les réformes de Macron. C'est sur ces mots qu'on va accueillir, mais on va continuer à en parler d'ailleurs, on va accueillir Éric Sell, par qui le soleil arrive, cet Alba Ventura, mais bien sûr, Alba, mais oui, carrément, mon ami. Des mots qui m'accueilleraient comme ça. Oh là là, mais il n'en pense pas moins, Alba, il n'en pense pas moins. Nolo, Alors, mais c'est mots, je sais pas si... Autre chose, Nolo. On va ouvrir vos carnets avec un coup de gueule. Oui, ça tombe bien d'ailleurs que Christian Estrosi soit sur ce plateau en tant qu'ancien président de région, parce que je voulais parler des régions, des dépenses somptuaires de certaines régions. Ne prenez pas peur, vous n'êtes pas concernés. Non, parce que la Cour des comptes a rendu la semaine dernière son rapport sur les finances locales. Et d'ailleurs, sur les 18 régions, on va dire les 6 métropolitaines et les 12 métropolitaines et les 6 d'outre-mer, vous avez vu qu'il y en a 5 qui ont baissé leurs dépenses de fonctionnement, dont... La première. Vous, PACA. La mienne. Enfin, votre Meilleure ex-région, voilà, PACA. Et il y a aussi, Christian Estrosi, l'Île-de-France, dirigée par votre collègue Valérie Pécresse. Elle a fait 250 millions d'euros d'économies. Alors, on sait que les régions sont souvent des robinets ouverts en matière de subventions aux associations. Et à ce sujet, en Île-de-France, Valérie Pécresse est allée de surprise en surprise depuis 1 an et demi. Parce que la région Île-de-France, qui a été particulièrement généreuse auparavant, du temps du socialiste Jean-Paul Duchon, généreuse mais en fait pas très regardante. Et c'est là où est le problème. Figurez-vous qu'il a été distribué énormément d'argent sans demander de contrepartie. Autrement dit, sans que les associations justifient les fonds. Alors je vous explique. La région aidait en général les associations à hauteur de 80% de leur projet au tout début, au moment du dépôt du dossier, et s'engageait à verser les 20% restants à la fin, une fois le bilan d'activité effectué, rendu. Parfois c'était 50-50, mais généralement c'était 80% d'abord et 20% à la fin. Sauf que les assos, elles se contentaient de percevoir les 80% du début et elles ne donnaient plus de nouvelles à la fin. Ça veut dire que, évidemment, on peut soupçonner qu'elle se mettait un peu d'argent dans les poches. Ouais. Franchement, vous savez quel a été le coût de tout ça? C'est-à-dire de toutes ces associations qui ont perçu de l'argent sans justifier les fonds? 24 millions d'euros. Mais vous avez un exemple, Albin? Oui, figurez-vous qu'en Île-de-France, donc, puisqu'on en parle de cette région, l'Île-de-France subventionnait la région métropolitaine de Santiago du Chili, c'est juste la porte à côté, qui avait un projet de rénovation d'une verrière. Alors c'était sans doute une très belle structure, c'était sans doute quelque chose de magnifique, je n'en sais pas plus. Eiffel. Le projet, il date de 2010 et le projet coûtait 100 000 euros.
Et la région, à l'époque, avait donné 50 000 euros. Eh bien, la région Île-de-France vient de se rendre compte que le projet n'avait jamais débuté. Jamais. Sacré gabegie. Des escroqueries, ça. Bah oui, mais vous vous rendez compte, 24 millions d'euros au total, ce qu'on pourrait faire avec 24 millions d'euros? Je trouve que le verrière manque de transparence. Oh, c'est pour ça qu'on a Eric Nolot. On passe à votre bonus. Je l'adore, mon bonus. Oui, il est signé Jean-Louis Debré, cet ancien sage, qui nous dit il faut regarder Estrosi, dit-il. Jean-Louis Debré. Il est intéressant à observer. Je l'avais viré du RPR à l'époque parce qu'il avait fricoté avec le FN, mais il a changé de pied. Il y a un moment, dit Jean-Louis Debré, où la mairie de Nice va être trop étroite pour lui. Je ne commente pas les commentaires. Alors, non. Non. Et je veux bien vous parler de la France audacieuse longuement pour ne pas répondre justement à ce genre de choses. Eric Nolot, vous êtes en train de planter tout le dispositif de production et de réalisation de cette émission. On y a passé toute la nuit parce que c'est là, regardez bien, ça nous amène à votre question qui tue, Alba. Eh oui. Musique. Vous entendez le cœur de l'émission battre très fort. Donc Christian Estrosi, vous commencez à être à l'étroit dans votre mairie de Nice? Ça vous titille, ça vous gratouille, ça vous chatouille? Vous y pensez en vous rasant à l'élection présidentielle de 2022? Absolument pas. J'ai fait un choix. Me consacrer à ma ville, c'est merveilleux. C'est beaucoup d'ingratitude quelquefois. Mais vous savez ce qu'on va vous c'est une dire. relation à dimension humaine qui est tellement extraordinaire. Vous vous rendez compte, j'ai été élu président d'une région. On se moque de vous à côté, mais... Je sais. Mais président d'une région dont il m'est permis de rappeler que dans le palmarès de celles qui ont fait le plus économie dès le lendemain des élections, c'est celle qui a été placée en tête devant la région Rhône-Alpes-Auvergne. Ensuite, vous êtes allé à Nice parce que vous êtes dit si Éric Ciotti a des vues sur ma mairie, il vaut mieux que je la reprenne. Ok. Et donc, est-ce que vous allez vous sentir un peu à l'étroit? Je dis ça parce que quand on crée un mouvement, et vous venez d'en parler, comme la France audacieuse, c'est pas innocent de créer un mouvement. J'ai rappelé que c'était un collectif. Nous sommes aujourd'hui... Nous étions 20 maires à la Fondation. Vous avez 30 secondes. En moins de 5 jours, on est déjà une soixantaine de maires, près de 300 élus locaux, près de 5000 adhérents. C'est le collectif de la France audacieuse, c'est-à-dire l'addition de gens qui ont de l'audace, qui investissent, qui créent de la richesse, de l'emploi et qui essaient de ne pas laisser leurs concitoyens sur le bord du chemin, avec une vision ouverte et une vision de droite. Donc vous vous contenterez de Laurent Wauquiez comme candidat à l'élection présidentielle en 2022. Il y a bien d'autres candidats aux élections présidentielles. Ah oui, pardon. Et je vais surtout aider mon pays à gagner pendant ces 5 ans. Parce que dites-vous une chose, c'est que si la France ne réussit pas, c'est que si nous continuons à aller vers l'échec, de créer autant de désespoir dans le monde de l'entreprise, dans le monde social, dans les familles de notre pays, ce seront les extrêmes qui gagneront dans 5 ans. C'est sans doute pas M. Wauquiez. Bien. Alors, c'est fini. J'avais pour vous, professeur, une question. Alors, je vous la poserai la prochaine fois que vous viendrez parce que nous avons deux contre-primaires. Donc, comme vous êtes pour les primaires, si je vous ai bien lu et entendu, car je ne fais beaucoup que ça dans ma vie, j'aurais aimé que vous tentiez de les convaincre. Mais enfin, ça sera pour la prochaine. Vous avez le temps de réfléchir. Merci. Vous avez le temps de... Parce qu'aujourd'hui, c'est totalement impossible. Et dans quelques mois, ils auront peut-être un peu bougé, donc c'est mieux. Oui, c'est ça. Mais non, pas dans quelques mois, avant. Alors, merci beaucoup, Alba. Merci, Christian Estrosi. On se quitte en méditant la phrase de la semaine. Le vertige, les pieds gelés, les risques. Ça a certainement été créé pour vous donner le goût de la vie. C'est seulement lorsqu'on est mutilé ou appauvri physiquement qu'on se rend compte de la valeur de l'existence. Elle est signée Frison Roche dans Premier de Cordée. Et on se retrouve mercredi prochain pour l'émission qui donne du temps au débat et à la politique. Et d'ici là, restez zen sur Drive. Taillot, Taillot. Bernard Mabille et ses acolytes chassent du gibier de compète. Le grand